En cet automne 1882, le vent ne transportait que de la poussière et des promesses non tenues à travers le territoire du Nebraska. Sarah McKenna se tenait à la limite de sa propriété, une main protégeant ses yeux du soleil implacable, l'autre posée sur le poteau de clôture usé par les intempéries qui marquait la frontière entre la survie et la capitulation. L'herbe, autrefois verte et prometteuse lorsqu'elle était arrivée en tant que jeune mariée 5 ans auparavant, était désormais brune et cassante sous ses pieds, craquant à chaque pas comme l'espoir qu'elle avait enterré aux côtés de son mari. La maison derrière elle gémissait sous le vent de l'après-midi, ses planches de bois déformées et grises à force d'avoir été négligées pendant trop longtemps. Samuel l'avait construite de ses propres mains, lui promettant qu'elle deviendrait plus solide avec le temps, qu'ils ajouteraient des pièces à mesure que leur famille s'agrandirait. Aujourd'hui, elle se dressait comme un monument aux rêves brisés, penchée légèrement vers l'est, là où les fondations avaient commencé à céder. Elle avait essayé de la consolider elle-même, mais les mains d'une veuve ne pouvaient pas tout faire contre le climat impitoyable de la prairie. « Maman, les barils d'eau sont à nouveau presque vides !» cria Thomas, 7 ans, depuis le seuil de la porte. Sa voix, faible et inquiète, interrompit ses pensées. Le garçon avait les yeux bruns et sérieux de son père, mais là où ceux de Samuel brillaient d'optimisme, ceux de Thomas reflétaient la fatigue d'un enfant qui avait appris trop tôt que le monde pouvait vous arracher ce que vous aimiez le plus. Thomas avait la lassitude d'un enfant qui avait appris trop tôt que le monde pouvait vous arracher ce que vous aimiez le plus. « Je puiserai davantage dans le puits après le dîner », répondit Sarah, s'efforçant de garder une voix calme. Le puits était également presque à sec, mais Thomas n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Elle trouverait une solution, comme elle l'avait fait chaque jour depuis ce terrible matin, il y a 14 mois, où le shérif Watson était arrivé, son chapeau à la main, avec une nouvelle qui avait bouleversé son monde. Le gang Jameson. Même aujourd'hui, ce nom lui nouait l'estomac, mêlant chagrin et rage. Ils avaient tué Samuel pour le contenu de ses sacoches, à peine 20 $, et une montre de poche en argent qui avait appartenu à son père. 20 $ et un héritage familial en échange de la vie d'un homme, du père d'un garçon, du point d'ancrage d'une femme dans cette terre hostile. Une tornade de poussière dansait dans la cour, tourbillonnant devant le poulailler, où il ne restait plus que 3 poules. Les autres avaient été échangés contre de la farine et du sel en ville. Chaque voyage au magasin général de Morrison était un exercice consistant à garder la tête haute, tandis que les chuchotements la suivaient comme des ombres. La pauvre. Elle avait entendu Mademoiselle. Morrison avait murmuré à sa sœur la semaine dernière. La fierté ne mettra pas de nourriture sur sa table quand l'hiver viendra. Fierté et bienséance. La sœur avait répondu avec ce ton particulier réservé aux discussions sur les malheureux. Elle ferait mieux de vendre à M. Hartley et de retourner dans l'Est, là où est sa place. Une femme seule ici. Ce n'est pas naturel. Sarah serra les mâchoires à se souvenir. Dans l'Est, comme si elle avait un endroit où retourner. Comme si ses parents ne l'avaient pas reniée pour avoir épousé un rêveur qui partait vers l'Ouest. Comme si ce lopin de terre aride n'était pas tout ce qui restait de l'héritage de Samuel pour leur fils. Le bruit des sabots qui se rapprochaient attira son attention vers l'horizon. Un cavalier solitaire émergea de la chaleur miroitante, se déplaçant avec la grâce naturelle de quelqu'un qui était né en selle. Même à distance, elle reconnut ses larges épaules et sa posture familière. Jake Cloulton. Elle ressentit le mélange habituel de gratitude et de malaise qui accompagnait ses visites. Jake était l'ami de Samuel depuis leur époque dans la cavalerie. Tous deux avaient survécu à la guerre pour tenter leur chance dans l'Ouest impitoyable, où Samuel était prompt à rire et encore plus prompt à faire confiance. Jake était tout en angle vif et en silence. Il s'était tenu à leur côté lors de leur mariage, ses yeux gris indéchiffrables alors qu'il leur souhaitait bonne chance. Après la mort de Samuel, il était simplement apparu un jour avec un chargement de bois de chauffage, l'avait fendu et empilé sans un mot, puis était reparti avant qu'elle ait pu le remercier comme il se devait. Depuis, il venait toutes les quelques semaines, ne restant jamais longtemps, n'acceptant jamais ses offres de café ou de dîner, se contentant de s'occuper de tout ce qui avait besoin d'être réparé. Le mois dernier, c'étaient les planches lâches du porche. Avant cela, une nouvelle corde pour le puits, toujours en regardant l'horizon pendant qu'il travaillait, comme s'il s'attendait à ce que des ennuis surgissent à tout moment. « Bonjour, Madame McKenna »,
dit Jake en touchant le bord de son chapeau alors qu'il arrivait près de la clôture. La poussière retombait autour de son cheval, un robuste pied qui semblait aussi robuste et buriné que son cavalier. Monsieur Colton. Sarah hocha la tête en lissant son tablier. Je ne vous attendais pas. J'ai remarqué que votre clôture était tombée le long du pâturage nord lorsque je suis passé hier. Il mit pied à terre d'un mouvement fluide, cherchant déjà les outils dans ses sacoches. Mieux vaut réparer avant que votre bétail ne s'égare. Son bétail? Les 3 têtes, Sarah réprima un rire amer. J'apprécie votre sollicitude, mais je peux m'en occuper. Je n'en doute pas. Il l'interrompit, sans méchanceté, déjà en train d'examiner les poteaux endommagés. Mais je suis là maintenant. Elle le regarda travailler, remarquant l'efficacité de ses mouvements, la façon dont ses mains, marquées de cicatrices et habiles, effectuaient les réparations avec une aisance acquise par l'expérience. Il avait retiré sa veste et sa chemise tendait sur son dos tandis qu'il luttait avec un poteau récalcitrant. Il y avait quelque chose à la fois réconfortant et dérangeant dans sa présence, comme un chien de garde qui pouvait se déchaîner à tout moment. « Comment va le garçon ?» demanda Jake sans lever les yeux de son travail. Il grandissait comme une mauvaise herbe, trop vite pour ses vêtements. Sarah hésita, puis ajouta, « Il a demandé à apprendre à monter correctement à cheval. Samuel allait lui apprendre. » Les mains de Jake s'immobilisèrent un instant. « Je pourrais lui montrer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Cette proposition la surprit, compte tenu de toutes ses visites. Jake avait à peine reconnu Thomas d'un signe de tête. « C'est très gentil de votre part, mais je ne voudrais pas vous imposer cela. » Il enfonça un clou d'un coup précis. « Un garçon doit savoir comment s'occuper d'un cheval ici. » Monsieur Colton. Thomas était apparu sous le porche, le visage rayonnant de curiosité. « Vous avez amené votre cheval? »« Celui qui est peint. » Un soupçon de sourire traversa le visage buriné de Jake. « Sturms est près de la clôture. Tu peux le regarder, mais ne l'effraie pas. Il est méfiant envers les étrangers. » Thomas descendit précipitamment les marches, puis s'arrêta et regarda sa mère. Elle lui fit signe de la tête et il s'approcha du cheval avec l'excitation prudente d'un enfant qui a appris à modérer son enthousiasme. « Maman, sa femme est tombée malade au printemps dernier. Mademoiselle avait chuchoté Henley à l'église le mois dernier en faisant un signe de tête vers Jake qui s'éloignait. Elle est morte avant de l'été. On dit qu'il est devenu à moitié fou de chagrin, qu'il a disparu dans les montagnes pendant des semaines. Il est revenu différent, plus calme, si cela était possible. » Sarah avait stocké cette information, l'ajoutant au maigre tas de faits qu'elle connaissait sur Jake Colton. Cela expliquait l'ombre dans ses yeux, la façon dont il se tenait à l'écart du monde. 2 âmes brisées tournant l'une autour de l'autre dans le vaste vide de la prairie. Le soleil commençait à descendre vers les montagnes, peignant le ciel de nuances ambrées et roses. Jake finit de réparer la clôture et commença à rassembler ses outils. Sarah se surprit à se diriger vers la maison avant même de savoir ce qu'elle faisait. « Monsieur Colton, appela-t-elle, pourriez-vous, c'est-à-dire, nous étions sur le point de dîner, rien d'extraordinaire, juste des haricots et du pain de maïs, mais vous êtes le bienvenu si vous voulez vous joindre à nous. » Il marqua une pause, lui tournant le dos. Pendant un instant, elle crut qu'il allait accepter, brisant ainsi le schéma de leur étrange danse formelle. Puis il se retourna et elle vit le mur se dresser derrière ses yeux. « J'apprécie votre offre, madame, mais je dois rentrer. Le temps est en train de changer. » Elle jeta un coup d'œil au ciel dégagé, comprenant la véritable raison de son refus. Dans une ville où les veuves étaient surveillées et où les ragots se propageaient plus vite qu'un feu de forêt, un homme célibataire partageant son dîner avec une femme seule pouvait détruire le peu de réputation qu'il lui restait. « Bien sûr, dit-elle, détestant la déception dans sa voix. « Merci pour la clôture. » Il monta sur son cheval avec la même grâce, puis la surprit en fouillant dans sa veste. « J'ai failli oublier. Va les chercher chez Morrison. » Il lui tendit un petit sac en tissu. « Des graines pour ton potager? J'ai pensé que tu pourrais t'en servir au printemps. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, avant qu'elle n'ait pu lui demander comment il savait que son jardin avait été mauvais cette année, ou insister pour le rembourser, il avait fait faire demi-tour à Storm et s'éloignait, silhouette sombre se découpant dans la lumière déclinante. Sarah resta là, tenant les graines, le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une butte. Le petit sac dans ses mains lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, chargé de significations qu'elle n'osait pas examiner de trop près. « Maman, dit Thomas en apparaissant à ses côtés,
Pourquoi M. Colton ne reste-t-il jamais? Il ne nous aime pas? Elle passa son bras autour de son fils et le serra contre elle. Je pense que M. Colton nous aime bien, dit-elle doucement. Parfois, les gens montrent leur affection de différentes manières. Alors qu'il rentrait à la maison, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser que la distance prudente de Jake Colton visait moins à protéger sa réputation qu'à se protéger lui-même. Elle ne savait pas de quoi, mais en glissant le paquet de graines dans la poche de son tablier, elle se demanda si le printemps apporterait autre chose qu'une nouvelle croissance à son jardin. Le vent se leva à la tombée de la nuit, faisant vibrer les fenêtres et lui rappelant toutes les réparations qui restaient à faire. Mais pour l'instant, elle avait des graines pour le printemps, une clôture réparée et le réconfort étrange de savoir que quelqu'un veillait sur eux, même de loin. Dans la dure réalité de la survie à la frontière, c'était plus que ce que beaucoup de veuves pouvaient prétendre. La nouvelle arriva un mardi matin, apportée par Ezra Finch, l'employé de banque, dont le tempérament nerveux le rendait totalement inapte à annoncer des nouvelles difficiles. Sarah regarda depuis la fenêtre de sa cuisine son attelage approcher, soulevant des nuages de poussière qui semblaient annoncer une catastrophe avant même qu'il n'atteigne son portail. « Madame McKenna » balbutia Ezra, le chapeau serré dans ses mains moites. « Monsieur Hartley m'a envoyé. Enfin, il voulait que je vous informe. » Il lui tendit un papier plié comme s'il pouvait la mordre. « Il y a eu du nouveau concernant votre propriété. » Les doigts de Sarah tremblaient légèrement tandis qu'elle dépliait le document. Des termes juridiques défilèrent devant ses yeux. Droit minier, revendication antérieure, 30 jours pour contester. Mais le sens était assez clair. Josiah Hartley, le plus riche éleveur du territoire et récent héritier de la fortune de son oncle dans l'Est, revendiquait ses terres en se basant sur une clause obscure de la charte territoriale originale. « Monsieur Hartley souhaite que je vous transmette le message. » Ezra continua en s'essuyant le front. « Qu'il est prêt à faire une offre généreuse, suffisante pour que vous et le garçon puissiez prendre un nouveau départ ailleurs, peut-être dans l'Est où vous seriez plus à l'aise. » « À l'aise? » Sarah répéta le mot comme s'il était étranger. « Veuillez dire à M. Hartley que je suis parfaitement à l'aise là où je suis. » Après le départ précipité d'Ezra, Sarah s'effondra dans le vieux fauteuil de Samuel. La lettre était froissée dans son poing. 30 jours. Elle avait 30 jours pour trouver un avocat. Elle n'avait pas les moyens de se battre contre un homme qui possédait la moitié du comté. Les murs de la petite maison semblaient se refermer sur elle, et pendant un instant, elle s'autorisa le luxe du désespoir. Cet après-midi-là, elle attela la charrette pour se rendre en ville, comme chaque semaine. Thomas était assis à côté d'elle et bavardait à propos du faucon qu'il avait vu tourner au-dessus de leur poulailler, ignorant totalement la tempête qui se préparait autour d'eux. Sarah l'enviait, lui et son innocence, alors même qu'elle se préparait mentalement à ce qui l'attendait dans le magasin de Morrison. La ville de Cedar Ridge s'étendait le long de Main Street comme un chien trop fatigué pour bouger sous le soleil. Des bâtiments aux façades factices bordaient la rue poussiéreuse, leurs enseignes peintes s'estompant sous l'effet des intempéries incessantes. Sarah gardait les yeux fixés devant elle, tandis qu'elle guidait le chariot devant le saloon, où quelques clients matinaux flânaient sous le porche, leur conversation s'éteignant à son passage. Le magasin général de Morrison sentait la saumure de cornichons et le cuir, les grains de café et le pétrole lampant. Sarah avait autrefois aimé ce mélange d'odeurs, la promesse d'abondance qu'il représentait. Aujourd'hui, il lui rappelait toutes les choses qu'elle ne pouvait plus s'offrir, Madame McKenna. Henry Morrison hocha la tête depuis derrière le comptoir, l'expression soigneusement neutre. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Sarah lui tendit sa liste, de la farine, du sel, une petite boîte de Saint-Doux, le strict nécessaire. Pendant que Morrison rassemblait ses articles, elle remarqua la conversation à voix basse près du présentoir de tissu. « Il a déjà envoyé son homme, disait Madame Prudence Hartley à sa compagne. Madame Douglas, Josiah dit, c'est vraiment gentil de sa part. La pauvre ne peut clairement pas s'en sortir toute seule. » Tout de même, répondit Madame Douglas, cela semble cruel de lui tourner le dos alors que l'hiver approche. Oh, Josiah n'est pas sans cœur. Il a proposé un prix très raisonnable. Plus que raisonnable même, compte tenu des circonstances. Prudence baissa la voix, mais pas assez. Entre vous et moi, je trouve qu'il est trop généreux. Après tout, une femme dans sa situation ne peut pas se permettre d'être difficile.
Sarah serra son sac à main dans ses mains. Une femme dans sa situation, comme si le veuvage était une maladie contagieuse. Ça fera 2,30 $, dit Morrison plus fort que nécessaire. Ses yeux reflétaient une lueur de sympathie qui, d'une certaine manière, ne faisait qu'empirer les choses. Sarah compta soigneusement ses pièces, consciente que tous les regards dans le magasin étaient braqués sur elle tandis qu'elle rassemblait ses achats. Thomas tira sur sa jupe. « Maman, je peux avoir un bonbon à un penny? »« Pas aujourd'hui, mon chéri, mais tu m'avais promis la dernière fois. »« Pas aujourd'hui, Thomas, dis-je. » La dureté de sa voix le fit reculer. Ses yeux bruns s'écarquillèrent, blessés. Le silence dans le magasin était assourdissant. Sarah sentit son visage s'empourprer tandis qu'elle poussait Thomas vers la porte. Derrière eux, les chuchotements reprirent comme un bourdonnement d'insectes. Dehors, elle faillit heurter Jake Colton, qui attachait Storm au poteau d'attache. Il la stabilisa en lui tenant le coude, ses yeux gris observant son visage rouge et l'expression abattue de Thomas. Madame McKenna. Il toucha le bord de son chapeau, puis regarda Thomas. « Monsieur Colton, s'écria Thomas, qui s'illumina immédiatement. « Vous avez vu, monsieur? Morrison a une nouvelle selle en vitrine. Elle a des conchos en argent et tout. C'est trop... » L'expression de Jake s'adoucit légèrement. Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un penny. « Pourquoi ne retournes-tu pas dans le magasin pour t'acheter quelque chose de bon? N'oublie pas de partager avec ta mère, d'accord? » Thomas chercha le consentement de Sarah. Elle acquiesça à contre-cœur et il repartit en courant dans le magasin, les laissant seuls sur la promenade. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit Sarah doucement. « Le garçon voulait des bonbons, » répondit Jake en haussant les épaules, mais ses yeux restèrent vigilants. « Tout va bien? » Elle eut envie de rire à cette question. Rien n'allait bien depuis 14 mois, mais elle se contenta de répondre « Oui, merci ». Il l'observa longuement et elle eut le sentiment troublant qu'il pouvait voir à travers son calme soigneusement construit. « J'ai entendu dire que Hartley faisait du bruit au sujet des droits fonciers. Les nouvelles vont vite, c'est une petite ville. » Il fit une pause, semblant peser ses mots. « Vous avez quelqu'un pour vous représenter sur le plan juridique? »« Je m'en occuperai. » Les mots sortirent avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. « J'ai toujours quelqu'un. » Quelque chose changea dans son expression. De la frustration peut-être, ou de la déception. L'orgueil est un lit froid, Madame McKenna. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Thomas fit irruption dans la pièce, un sac en papier rempli de bâtons de menthe poivrés à la main. « Regarde, maman. Monsieur Morrison m'en a donné plus parce que j'ai été poli. » Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception de Thomas qui suçait joyeusement ses bonbons. Sarah repensa aux paroles de Jake. La condescendance de Prudence Hartley, le poids de cet avis juridique dans sa poche. Alors qu'ils arrivaient au sommet de la colline, surplombant leur propriété, elle s'arrêta net. 3 cavaliers faisaient le tour de sa maison, les sabots de leurs chevaux piétinants son protégèrent en difficulté. Même de loin, elle reconnut Bull Henderson, le contremaître de Hartley, à sa carrure imposante et à son chapeau noir caractéristique. « Thomas, dit-elle doucement, monte à l'arrière du chariot et reste caché. Mais maman, fais ce que je te dis. » Elle s'approcha lentement, les mains crispées sur la poignée. Les hommes se retournèrent au bruit des roues et Bull Henderson sourit, dévoilant ses dents tachées de tabac. « Bonjour, Madame McKenna. Nous jetons juste un œil. Monsieur Hartley voulait que nous évaluions la propriété en vue de la vendre. Vous comprenez? Il n'y aura pas de vente, Monsieur Henderson. Maintenant, veuillez quitter ma propriété. » « Votre propriété? » Un autre écrivain, un homme maigre aux yeux pâles, ricana. « C'est ce qui est en litige, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai entendu, cette propriété appartiendra bientôt à Hartley. Jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement, elle m'appartient et vous êtes son infraction. » Bull Henderson approcha son cheval du chariot, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de whisky dans son haleine. « Allons, madame, pas besoin d'être désagréable. Nous ne faisons que suivre les ordres. Même si je pense qu'une femme intelligente saurait voir dans quelle direction souffle le vent. Prenez l'argent et partez tant que vous le pouvez. » Et si je ne le fais pas, son sourire s'élargit. « Eh bien, ce serait dommage. Il y a des accidents ici. Les clôtures se cassent, les puits se détériorent, le bétail s'égare. C'est un endroit dangereux pour une femme seule.
Le cœur de Sarah battait à tout rompre, mais elle garda une voix calme. « Vous me menacez, Monsieur Henderson? »« Vous menacez? » Il feignit de la surprise. « Non, madame. Je faisais juste une remarque, je soulignais à quel point un endroit comme celui-ci est vulnérable. N'importe qui pourrait arriver ici, de jour comme de nuit, et on ne s'en rendrait compte que trop tard. » Le bruit de sabots qui approchait les fit tous se retourner. Jake Colton franchit la crête au grand galop, les sabots de Storm avalant la distance. Il s'interposa entre le chariot et les hommes de Henderson, la main posée nonchalamment sur la crosse de son colt. « Bonjour les gars. » Sa voix était agréable, mais Sarah vit la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux ne quittaient pas le visage de Henderson, un peu loin de la chaleureuse étendue. « N'est-ce pas, Colton? » Le sourire de Henderson vacilla. « Je ne fais que mener mes affaires. Les affaires se mènent dans les bureaux, pas dans les jardins des dames. » Le ton de Jake restait conversationnel, mais quelque chose de dangereux se cachait derrière. « Je crois que Mme McKenna vous a demandé de partir. »« Cela ne vous regarde pas, Colton. Je m'en mêle. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. « Maintenant, vous pouvez partir tranquillement, ou nous pouvons en discuter davantage. À vous de choisir. » Pendant un instant, l'air crépita de violence potentielle. Sarah se rendit compte qu'elle retenait son souffle. Elle était très consciente de la présence de Thomas, recroquevillé dans le fond du chariot derrière elle. Puis Henderson éclata de rire. Un son désagréable. Inutile de sortir les armes pour un malentendu. Il fit faire demi-tour à son cheval. Ses hommes le suivirent. « Nous allons partir, mais Colton, vous ne pouvez pas la surveiller éternellement. Et Hartley obtient toujours ce qu'il veut. » Ils s'éloignèrent dans un nuage de poussière et de bravade. Jake resta où il était jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon, puis se précipita vers le chariot. « Ça va? » Sarah réalisa qu'elle tremblait. « Oui, merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas... Vous avez une arme à la maison? » Cette question soudaine la surprit. « Le fusil de Samuel. Mais vous savez vous en servir? »« Bien sûr, je sais m'en servir. Bien. Gardez-le chargé et à portée de main. » Il jeta un coup d'œil au jardin piétiné, la mâchoire crispée. « Je passerai demain pour vous aider à replanter. »« Monsieur Colton, je ne peux pas continuer à accepter. »« Oui, dit-il fermement. Vous pouvez et vous le ferez, dit-il en adoucissant légèrement le regard. Samuel aurait fait la même chose pour ma femme si les choses avaient été différentes. La mention de leur conjoint décédé planait entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'osait traverser. Puis Thomas surgit de la plateforme du chariot, brisant le moment. « C'était incroyable, Monsieur Colton. Vous leur avez fait peur. » Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Jake. « Je n'essayais pas d'effrayer qui que ce soit, mon garçon. Je les encourageais simplement à bien se comporter. » Alors que Jake s'éloignait, Sarah resta assise dans le chariot, réfléchissant à ce qui venait de se passer. La menace était désormais claire, écrite dans les légumes piétinés et le sourire narquois d'Henderson. Hartley n'attendrait pas la fin de la procédure judiciaire. Il essaierait de la forcer à partir par la peur et l'intimidation. « Maman, dit Thomas doucement, ces hommes vont-ils revenir? » Sarah serra son fils contre elle, sentant le poids du fusil sous le siège du chariot. « Peut-être, mais nous serons prêts s'ils reviennent. » Cette nuit-là, elle chargea le fusil de Samuel et le plaça près de la porte. Elle dormit d'un sommeil agité. Chaque craquement de la maison, chaque souffle de vent faisait battre son cœur à toute vitesse. Mais lorsque l'aube se leva sur la prairie, elle était toujours là, toujours accrochée. Les graines que Jake lui avait données étaient posées sur la table de la cuisine. Elles représentaient à la fois une promesse et une moquerie. Comment pouvait-elle semer pour le printemps alors que l'hiver menaçait de tout balayer? Mais lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent le jardin piétiné, Sarah prit sa décision. Elle replanterait. Elle se battrait. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle n'aurait pas à le faire seule. L'attaque eut lieu 3 nuits de cluster sous un ciel sans lune qui engloutissait les sons et les ombres. Sarah se réveilla au son des cris paniqués des chevaux et de l'odeur âcre de la fumée. À travers la fenêtre, des flammes oranges dansaient dans la grange, léchant l'obscurité de leurs langues affamées. Thomas. Elle secoua son fils pour le réveiller, jetant son manteau sur sa chemise de nuit. « Mets-toi sous le lit et reste là. Ne sors pas, quoi que tu entendes. » « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Fais ce que je te dis. » Elle attrapa le fusil de Samuel près de la porte
et vérifia la chambre avec des mains que l'entraînement avait rendues sûres. Son poids lui semblait à la fois étranger et familier, comme si elle serrait dans ses bras un inconnu vêtu des habits de ton mari. Dehors, la nuit était plongée dans le chaos. Des silhouettes sombres se déplaçaient entre les bâtiments, leurs cris se mêlant au mugissement terrifié de sa vache laitière. Sarah se pressa contre le pilier du porche, le fusil levé, cherchant une cible claire dans les ombres dansantes projetées par le feu. « C'est assez loin », cria-t-elle, sa voix couvrant le crépitement des flammes. « J'ai un fusil et je sais m'en servir. » Des rires lui répondirent, moqueurs et cruels. Bull Henderson émergea de derrière le poulailler, sa silhouette massive se découpant contre la grange en feu. « Eh bien, Abbé McKenna, on dirait que vous avez un problème d'incendie. C'est dangereux. Le feu se propage rapidement si personne ne le combat. » Deux autres hommes l'accompagnaient, le visage caché par des bandanas. L'un d'eux portait une torche qu'il balançait paresseusement comme un enfant avec un jouet. Le doigt de Sarah trouva la gâchette, mais elle connaissait l'arithmétique. 3 hommes dispersés, avec un seul fusil et pas le temps de recharger. « Partez maintenant », ordonna-t-elle, surprise par le ton autoritaire de sa voix, avant que cela ne cause plus que des dégâts matériels. « Des dégâts de matériel !» Henderson fit un pas vers elle. « Je ne vois pas de dégâts de matériel ici, juste un accident malheureux. Les vieilles granges brûlent tout le temps, surtout quand leurs propriétaires sont trop têtus pour entendre raison. » L'homme avec la torche s'avança vers la maison. Sarah pointa le fusil vers lui. « Un pas de plus et je vous abats sur place. Vous pourriez toucher l'un d'entre nous. » Henderson acquiesça aimablement. « Mais ensuite, vous pensez que votre fils peut recharger assez vite pour avoir le reste? » Sarah sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait que Thomas était à l'intérieur. Bien sûr qu'il le savait. Ces hommes avaient observé, attendu, appris à connaître ses faiblesses. Le fusil lui sembla soudain incroyablement lourd. « Voici ce qui va se passer », poursuivit Henderson d'une voix qui prenait le ton d'un professeur patient. « Vous allez poser ce fusil, faire vos valises et partir avant le lever du soleil. La générosité de M. Hartley expire ce soir. Demain matin, il n'y aura plus d'offres. Juste une veuve ruinée qui n'a nulle part où aller. Le toit de la grange s'effondra dans une pluie d'étincelles, illuminant la cour d'une lumière infernale. Les 3 précieux bovins de Sarah s'étaient enfuis à travers la clôture brisée, disparaissant dans l'obscurité. Des mois à survivre à peine. Et maintenant, la tentation de se rendre la submergeait comme une vague noire. « Maman », dit la petite voix de Thomas depuis la maison, effrayée et interrogative. « Reste à l'intérieur, mon bébé », répondit-elle en clignant des yeux pour chasser les larmes qui n'avaient rien à voir avec la fumée. Henderson sourit, sentant la victoire. Une femme intelligente. Il n'y a pas de honte à savoir quand on est battu. Écoutez, posez ce fusil doucement et nous vous aiderons même à charger votre charrette. Sarah commença à baisser le fusil, la défaite amère dans la gorge. Puis elle l'entendit, le tonnerre des sabots qui approchaient, rapide et puissant. Henderson l'entendit aussi, son sourire disparaissant alors qu'il se tournait vers le bruit. Jake Colton fit éruption dans la cour comme un ange vengeur, les sabots de Storm effleurant à peine le sol et descendit de cheval d'un mouvement fluide, son colt déjà dégainé. Le premier coup de feu fit tomber la torche des mains de l'homme, l'envoyant tournoyer dans la poussière. Le deuxième coup de feu fit voler le chapeau de Henderson, assez près pour lui séparer les cheveux. « Bonsoir, les gars », dit Jake d'un ton conversationnel, bien que ses yeux brillent comme des éclats de silex à la lueur du feu. C'est un peu tard pour une visite de courtoisie. La main de Henderson se dirigea vers son arme. Le colt de Jake se balança vers lui avec une précision mortelle. « Je ne le ferai pas. Vos amis non plus. Tout le monde garde les mains bien en vue. Ce n'est pas votre combat, Colton. » Henderson grogna, mais sa bravade s'était transformée en quelque chose de plus sinistre. « C'est toi qui en as fait de mon combat en venant de frapper à la porte de cette dame. » Jake s'approcha, se plaçant entre les hommes et la maison. « À mon avis, vous avez 2 choix, les gars. Vous remontez en selle et vous partez, ou je commence à vous tirer dessus, en commençant par les parties qui vous manqueront le plus. » Sarah observait la scène, le cœur battant à tout rompre, tandis que la grange continuait de brûler derrière eux. Les 2 autres hommes regardèrent Henderson, clairement dépassé par les événements. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Une veuve seule était une proie facile.
Une veuve avec Jake Colwilton pour la protéger, c'était une autre histoire. Hartley ne va pas aimer ça, dit finalement Henderson. Tu te fais un ennemi puissant. J'ai déjà eu des ennemis puissants. La voix de Jake portait le poids d'anciennes batailles. La plupart étaient enterrés. À toi de jouer, Taureau. Pendant un long moment, les seuls bruits étaient le crépitement du feu et les meuglements lointains du bétail éparpillé. Puis Henderson cracha dans la poussière et fit signe à ses hommes. Allons-y. Ce n'était pas fini, Colton. Loin de là. Ils montèrent sur leurs chevaux à contre-cœur. Henderson se retourna pour lancer une dernière menace. Tu ne peux pas la protéger éternellement. Et quand tu ne seras plus là, le coupe de feu de Jake déchira la nuit si près de l'oreille de Henderson que le grand homme tressaillit et faillit tomber de sa selle. Le prochain ne manquera pas sa cible. Maintenant, partez. Ils s'enfoncèrent à toute allure dans l'obscurité, laissant derrière eux la grange en feu et l'odeur âcre des rêves brûlés. Jake resta immobile jusqu'à ce que le bruit des sabots s'estompe, puis il rangea lentement son Colt dans son étui. Ce n'est qu'alors que Sarah remarqua le léger tremblement de ses mains, la façon dont il favorisait son côté gauche. « Tu es blessé, dit-elle en descendant du porche. « Ce n'est rien, répondit-il, mais lorsqu'il se retourna, elle vit la tache sombre qui s'étalait sur sa chemise. « J'ai attrapé quelqu'un qui arrivait à cheval. Je n'ai pas eu le temps de faire attention. » Mon Dieu, Jake. Elle se surprit à utiliser son prénom, mais ne se corrigea pas. Rentrez à l'intérieur maintenant. Il vacilla légèrement et elle réagit instinctivement, glissant sous son bras pour le soutenir. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, tout en muscles et en os, et il sentait le cuir, la fumée de poudre et quelque chose d'indéfinissable, d'éminemment masculin. Ensemble, ils titubèrent vers la maison. « Maman !» Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés de peur et d'excitation. « Va chercher les fournitures médicales dans la cuisine, » ordonna Sarah. « Dépêche-toi, dit-elle en aidant Jake à s'asseoir sur la chaise de Samuel, essayant de ne pas penser à l'étrangeté de voir un autre homme saigner à la place de son mari. Sa chemise était trempée sur le côté gauche, et lorsqu'elle l'aida à l'enlever, elle retint un cri. La balle avait creusé un sillon profond le long de ses côtes, saignant abondamment, mais sans toucher aucun organe vital. « On a eu de la chance, » dit Jake en serrant les dents. Quelques centimètres plus à droite, et la conversation aurait été bien différente. Sarah travailla en silence, nettoyant la blessure avec des mains qui étaient devenues fermes par nécessité. Thomas restait à proximité, fasciné malgré sa peur, lui tendant des bandages et observant Jake avec une admiration proche du culte. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, en nouant le bandage. « Pourquoi prendre ce risque pour nous ?» Jake resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, il dit « Samuel m'a sauvé la vie une fois pendant la guerre. Il m'a sorti d'un bâtiment en feu alors que tout le monde m'avait laissé pour mort. » Il leva les yeux vers elle et elle vit dans son regard une profonde douleur qui n'avait rien à voir avec sa blessure. « Je n'ai pas pu le sauver du gang Jameson. Je n'étais pas là quand il avait besoin de moi, mais je peux faire ça. Je peux protéger sa famille. C'est tout ce que nous sommes pour toi. Une dette à rembourser. » Ses yeux gris croisèrent les siens et s'y attardèrent. « Vous savez que ce n'est pas le cas. » Les mots restèrent en suspendus entre eux, lourds de possibilités et d'impossibilités. Sarah sentit ses joues s'empourprer, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec le feu qui s'éteignait dehors. C'était un terrain dangereux, plus menaçant que Henderson et tous ses hommes. « Monsieur Colton » intervint Thomas, rompant le charme. « Était-ce vraiment Monsieur Henderson du ranch Hartley ?» L'expression de Jake s'adoucit lorsqu'il regarda le garçon. « Oui, c'était lui. Mais ne t'inquiète pas pour lui. Il ne reviendra pas ce soir. Mais les granges peuvent être reconstruites. » La main de Jake se posa sur l'épaule de Thomas, douce malgré sa force. « Ce qui compte, c'est que toi et ta maman soyez en sécurité. » Sarah se leva brusquement, ayant besoin de prendre ses distances avec l'intimité du moment. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les restes de la grange encore incandescents. Des mois de foin stocké, le peu d'outils qu'ils avaient, tout avait disparu, même si elle contestait la revendication de Hartley. Comment allait-elle survivre à l'hiver maintenant? « Tu penses trop fort, » dit Jake doucement. Elle rit, un rire dépourvu d'humour. « Vraiment? Et à quoi je pense, Monsieur Colton? Que tu es seul, que c'est trop lourd à porter pour une seule personne. » Il se leva péniblement malgré ses protestations.
Mais vous n'êtes pas seul, plus maintenant. Jake, je vais dormir dans ce qui reste de la grange cette nuit. Je monterai la garde. Demain matin, nous déciderons de la marche à suivre. Vous ne pouvez pas dormir dehors avec cette blessure. J'ai dormi dans des endroits pires que celui-ci avec des blessures pires que celle-ci. Il récupéra sa chemise déchirée, grimaçant à ce mouvement. J'en ai une de rechange dans mes sacoches. Thomas, tu veux m'aider à aller voir Storm? Assure-toi que ces idiots ne l'ont pas trop effrayé. Le garçon sauta sur l'occasion, et bientôt Sarah se retrouva seule dans la maison qui lui semblait soudain trop vide et trop pleine à la fois. Elle toucha le dossier de la chaise de Samuel où le sang de Jake avait laissé une petite tache. Elle se demanda quand tout était devenu si compliqué. Dehors, elle pouvait entendre la voix grave de Jake expliquer quelque chose à Thomas, probablement à propos des chevaux ou des armes à feu, ou comment être courageux quand le monde s'écroulait autour de soi. Le familier et l'étranger s'entremêlaient pour former quelque chose qui lui serrait la poitrine d'émotions qu'elle n'osait pas nommer. Elle s'était battue pour conserver cette terre en mémoire de Samuel, pour l'héritage de Thomas. Mais ce soir, avec Jake Colton qui saignait dans son fauteuil et les menaces de Henderson qui résonnaient dans ses oreilles, elle se demandait si elle ne se battait pas pour toute autre chose, quelque chose qui avait à voir avec des yeux gris et des mains fermes, et la façon dont un homme dur pouvait se montrer doux avec un garçon effrayé. La lune émergea de derrière les nuages, illuminant la carcasse de la grange et l'homme qui montait la garde à côté. Sarah appuya sa paume contre la vitre froide et prit une décision. Au matin, elle cesserait de se battre seule, quoi que cela signifie, quel qu'en soit le prix. Elle accepterait l'aide que Jake lui offrait, car Henderson avait raison sur un point. Ce n'était pas fini. Mais il se trompait sur un autre. Elle n'était plus seulement une veuve. Elle était une femme qui avait trouvé son courage dans le canon d'un fusil et dans l'arrivée inattendue d'un homme complexe qui portait ses propres fantômes. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffirait. Le service dominical à l'église baptiste de Cedar Ridge ne lui avait jamais semblé aussi long. Sarah était assise à sa place habituelle, Thomas s'agitant à côté d'elle, très conscient des chuchotements qui les suivaient comme la fumée de la grange incendiée. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incendie et les ragots de la ville avaient transformé l'histoire en quelque chose de méconnaissable. « Restez ici cette nuit, » disent-ils. Madame Abernathy chuchota à sa fille assise 2 rangées derrière elle. Ce Colton, effronté comme pas deux, les protège, lui répondit sa fille à voix basse. C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant? Le ton de Madame Abernathy aurait pu faire cailler le lait. Une femme respectable serait allée voir le shérif. Elle ne se serait pas entichée d'un vagabond. Sarah garda les yeux fixés sur le révérend Michaels, bien que son sermon sur les vertus de la bienséance lui semblait aussi tranchant qu'une lame à côté de la chair. Josiah Hartley était assis au premier rang, sa présence imposante même dans le silence. Il était arrivé en ville 2 ans auparavant, achetant des terres et de l'influence avec son argent de l'Est, se transformant de profiteur en baron de l'élevage grâce à sa seule volonté et à sa richesse. À la fin du service, Sarah tenta de s'éclipser rapidement, mais le révérend Michaels l'intercepta à la porte. Son visage émacié se plissa dans ce qu'il considérait probablement comme une expression de sollicitude paternelle. Madame McKenna, un mot. Elle envoya Thomas devant au chariot et se déroba. « Oui, révérend. J'ai entendu des rapports troublants au sujet de votre situation, l'incendie, l'altercation. » Il baissa la voix et au sujet de l'implication de M. Colton. « M. Colton a aidé à défendre ma propriété contre des vandales. Je ne vois pas ce qu'il y a de troublant à cela. »« Ma chère femme, dit le révérend d'un ton condescendant, vous comprenez sûrement comment cela peut paraître. Une veuve seule acceptant la protection d'un homme à la réputation douteuse. Les gens parlent. Les gens parlent toujours. » Sarah leva le menton. Peut-être devraient-ils trouver des usages plus chrétiens pour leur langue. Son visage rougit. « Madame McKenna, j'essaie de vous aider. Votre position dans cette communauté est déjà délicate. » Monsieur Hartley a exprimé son inquiétude. « Vraiment? » La voix de Sarah aurait pu graver le verre. Comme c'est chrétien de sa part de s'inquiéter pendant que ces hommes brûlent les granges des veuves. C'est une accusation grave sans preuve. Le révérend jeta un regard nerveux à Hartley, qui observait leur échange avec intérêt. Peut-être que si vous envisagiez l'offre de M. Hartley,
Un nouveau départ ailleurs, avec suffisamment d'argent pour vous installer correctement, ce serait mieux pour tout le monde, en particulier pour votre fils. Ce qui est mieux pour mon fils, c'est de garder la terre de son père. Sarah fit un pas pour le dépasser, mais il lui attrapa le bras. L'orgueil précède la chute, Madame McKenna, et vous avez de très haut à tomber. Elle retira son bras d'un coup sec. La colère brûlait si fort qu'elle effaçait toute prudence. Alors je vous remercie de vous écarter et de me laisser tomber en paix. Révérend. Dehors, le soleil d'octobre offrait peu de chaleur face au froid du jugement. Sarah aida Thomas à monter dans le chariot, ignorant les groupes d'habitants qui regardaient son départ avec des expressions allant de la pitié à la désapprobation. Alors qu'elle prenait les rênes, Josiah Hartley sortit de l'église et se dirigea vers eux d'un pas tranquille. C'était un bel homme, dans le sens où l'argent peut rendre un homme beau, bien habillé, soigné, avec le regard doux de quelqu'un qui engage d'autres personnes pour faire le travail pénible à sa place, mais ses yeux étaient froids comme des galettes d'hiver. Madame McKenna. Il toucha le bord de son chapeau coûteux. J'ai entendu parler de votre malheur, c'est terrible. Des incendies si destructeurs. Oui, acquiesça Sarah d'un ton neutre, surtout lorsqu'ils sont allumés délibérément. Son sourire ne faiblit pas. C'est une accusation dangereuse. J'espère que vous avez des preuves pour l'étayer. J'ai la parole des hommes qui l'ont fait. Ils ont été très clairs sur l'identité de celui qui les a envoyés. Ah, mais vous voyez, c'est le problème avec les criminels. Ils ne sont pas fiables. Il s'approcha, baissant la voix. Je ne suis pas un homme cruel. Madame McKenna, mon offre tient toujours, malgré les récents désagréments. 20% au-dessus de la valeur marchande, assez pour vous permettre, à vous et à votre fils, de vous installer confortablement où vous le souhaitez. Mon mari est enterré sur cette terre. Monsieur Hartley, elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre au bon prix. Son sourire s'aiguisa. Ou prix lorsque le vendeur se montre trop têtu. La loi favorise ceux qui peuvent se le permettre. Madame McKenna, quelle justice pouvez-vous acheter avec votre fierté et votre pauvreté? Avant que Sarah n'ait pu répondre, Jake Colton apparut à côté du chariot, se déplaçant avec une grâce tranquille qui le rendait dangereux. Il s'était lavé pour aller à l'église, bien qu'il n'y soit pas allé, et son manteau sombre ne cachait pas tout à fait les bandages qu'il portait. Madame McKenna. Jake toucha son chapeau, puis tourna ses yeux gris vers Hartley. Monsieur Hartley, beau sermon aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ce discours sur le faux témoignage donne à réfléchir. L'expression de Hartley s'assombrit. Colton, j'ai entendu dire que vous vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas. Je suis juste un bon voisin. La main de Jake reposait nonchalamment près de son étui à revolver. Le geste n'était pas tout à fait une menace. J'aide là où je peux. C'est un devoir chrétien, n'est-ce pas? Hartley les regarda tour à tour, calculateur. Intéressante interprétation, cependant. Je suppose qu'un homme comme vous a une perspective unique sur le devoir chrétien. La référence au passé de Jake flottait dans l'air comme la fumée d'un pistolet. Sarah vit la mâchoire de Jake se crisper, mais sa voix resta calme. Nous avons tous notre croix à porter. Monsieur Hartley, certains d'entre nous la portent simplement plus honnêtement que d'autres. En effet, Hartley recula, mais son sourire n'augurait rien de bon. Eh bien, je vous laisse à vos activités de voisinage, Madame McKenna. Mon offre ne restera pas indéfiniment valable. Je vous encourage à réfléchir à l'avenir de votre fils. Il s'éloigna, laissant le silence dans son sillage. Autour d'eux, les bonnes gens de Cedar Ridge trouvèrent des raisons urgentes d'être ailleurs, même si Sarah savait qu'ils les observaient depuis leurs fenêtres et leurs portes. « Tu n'aurais pas dû venir, dit Sarah à voix basse. Cela ne fait qu'empirer les choses. Les choses sont déjà pires. » Jake enfourcha Storm avec un léger soupir. « Je vais t'accompagner. Je m'assurerai que tu rentres chez toi en toute sécurité. » Ils voyagèrent en silence. Thomas somnolait dans le fond du chariot malgré les secousses. La grange brûlée se dressait comme une accusation contre le ciel d'automne. Des poutres noires s'étiraient vers le ciel. Sarah essayait de ne pas penser à l'hiver qui approchait, aux foins qu'elle ne pouvait pas stocker et aux animaux qu'elle ne pouvait pas abriter. Comme s'il lisait dans ses pensées, Jake dit « Je connais un homme à Pine Valley qui me doit une faveur. Il a du bois en trop. Mike pourrait aussi donner du foin. Je ne peux pas. Toi, tu peux et tu le feras. » Son ton ne souffrait aucune discussion. Samuel aurait fait la même chose. Toujours Samuel entre eux, pensa Sarah.
Le fantôme qui donnait à Jake la permission de s'occuper d'elle et à elle la permission de l'accepter. Mais parfois, dans des moments comme celui-ci, elle se demandait ce qui se passerait s'il pouvait laisser ce fantôme reposer en paix. Ils passèrent l'après-midi à travailler dans un silence complice. Jake apprenait à Thomas comment déblayer les débris brûlés, tandis que Sarah récupérait ce qu'elle pouvait. C'était une scène domestique qui lui serrait le cœur, tous les trois bougeant à un rythme tranquille, comme s'ils avaient déjà fait cela 100 fois auparavant. Alors que le soleil commençait à descendre, Jake alluma un feu dans la cour, contrôlé, maîtrisé, rien à voir avec l'incendie destructeur d'il y a 3 nuits. Ils s'assirent autour, partageant le repas simple que Sarah avait préparé, et pendant un instant, elle put prétendre que tout était normal, qu'ils formaient une famille plutôt qu'une veuve, un orphelin et un homme brisé, jouant à appartenir à une famille. Parle-moi de la guerre, dit soudain Thomas, les surprenant toutes les deux. Maman dit que toi et papa étiez soldats ensemble. Jake fixa le feu pendant un long moment. C'est vrai. Ton père et moi avons servi dans le 7e régiment de cavalerie pendant un certain temps. Tu as tué beaucoup d'ennemis, Thomas, demanda Sarah d'un ton réprobateur. Mais Jake leva la main. Ce n'est pas grave. Le garçon a le droit de savoir. Il choisit ses mots avec soin. La guerre, ce n'est pas tuer, mon garçon. C'est survivre. C'est protéger l'homme à côté de toi et espérer qu'il fait de même. Ton assistant, c'était le meilleur homme avec qui j'ai jamais servi. Courageux, loyal, gentil, même quand la gentillesse était dangereuse. Comment t'a-t-il sauvé? Thomas se pencha en avant, impatient, loin du feu. Les yeux de Jake croisèrent ceux de Sarah à travers les flammes. Le dépôt de ravitaillement a pris feu pendant un raid. J'étais coincé sous une poutre. La fumée était si épaisse qu'on ne voyait pas sa main devant son visage. Tous les autres s'étaient retirés, me croyant mort. Mais ton assistant est revenu. Il était plus petit que moi, mais il a réussi à soulever cette poutre. Il m'a tiré de là juste avant que tout s'écroule. Wow! Les yeux de Thomas brillaient d'admiration pour le héros. Tout comme tu nous as sauvés de ces méchants. Non, dit Jake fermement. Ta maman s'est sauvée toute seule. Je n'ai fait que rééquilibrer un peu les chances. Sarah ressentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Ne te sous-estime pas. Sans toi, nous aurions été dans de beaux draps. Tu aurais trouvé une solution. Mais son petit sourire indiquait qu'il appréciait ses paroles. Tu es plus forte que tu ne le penses. Sarah. Son nom sur ses lèvres lui procura un frisson inattendu. Quand était-elle devenue Sarah au lieu de Madame McKenna? Quand la distance formelle entre eux s'était-elle érodée pour laisser place à une intimité dangereuse? Comme s'il sentait le changement, Jake se leva. Je devrais aller vérifier le périmètre avant la tombée de la nuit, Jake. Elle se leva aussi, consciente que Thomas les observait avec des yeux curieux. Ce que Hartley a dit à propos de ton passé est vrai. Sa voix était monocorde. J'ai fait des choses qui te retourneraient l'estomac. La guerre ne s'est pas terminée proprement pour tout le monde. Sarah, certains d'entre nous ont continué à se battre même après la capitulation. Il nous a fallu du temps pour retrouver le chemin de la civilisation. Ce n'est plus qui tu es aujourd'hui. N'est-ce pas? Il rit amèrement et brièvement. J'ai failli tuer Henderson l'autre nuit. Je l'aurais fait si tu n'avais pas surveillé. Cette noirceur est toujours en moi. Elle y restera toujours. Nous avons tous une part d'obscurité en nous. Sarah s'approcha suffisamment pour voir la douleur gravée dans les rides autour de ses yeux. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Il l'observa longuement et elle se demanda ce qu'il voyait. Une veuve naïve s'accrochant à des notions romantiques ou une femme qui avait affronté sa propre part d'obscurité et choisi de continuer à se battre. Votre mari était un homme chanceux, dit-il finalement, plus chanceux qu'il ne le pensait. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il avait reculé, reconstruisant le mur entre eux avec une aisance acquise par l'habitude. Je camperai près de la route cette nuit. Si quelqu'un vient vous voir, il devra d'abord passer par moi. Il disparut dans l'obscurité grandissante, laissant Sarah debout près du feu avec son fils et le cœur rempli de questions qu'elle n'osait pas formuler. Au loin, un coyote hurla, solitaire et sauvage. Elle comprenait ce sentiment. « Maman, dit Thomas doucement, tu aimes Muggleton? »« Bien sûr que je l'aime bien. Il a été très gentil avec nous. »« Non, je veux dire, répondit Thomas, cherchant ses mots avec difficulté. Tu l'aimes comme tu aimes papa? Sarah s'agenouilla à côté de son fils et lui écarta les cheveux du front.
Ton papa était spécial, Thomas. Ce que nous avons vécu, ça n'arrive pas 2 fois dans une vie. Mais en le bordant dans son lit ce soir-là, elle se demanda si elle ne leur mentait pas à tous les deux. Car ce qu'elle ressentait lorsque Jake Colton la regardait avec ses yeux joyeux et tumultueux n'était pas l'amour doux et simple qu'elle avait partagé avec Samuel. C'était quelque chose de plus sauvage, teinté de danger et de possibilités, quelque chose qui l'effrayait autant qu'il l'attirait. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la faible lueur du feu de camp de Jake près de la route, montant la garde comme promis, les protégeant des menaces extérieures pendant qu'elle luttait contre celles intérieures. La voix qui lui murmurait qu'elle trahissait la mémoire de Samuel. La voix plus forte qui se demandait si Samuel aurait voulu qu'elle reste seule pour toujours. Demain apporterait de nouveaux défis. Hartley n'abandonnerait pas facilement et la désapprobation de la ville ne ferait que croître. Mais ce soir-là, avec son fils en sécurité dans son lit et un homme complexe qui montait la garde dans l'obscurité, Sarah s'autorisa un moment de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Les écrivains arrivèrent à l'aube, leur nuage de poussière visible depuis la fenêtre de la cuisine où Sarah préparait le petit déjeuner. Ce n'était pas Henderson cette fois-ci. Ces hommes portaient des insignes, et le shérif Watson les dirigeait avec l'air réticent d'un homme contraint d'accomplir une tâche désagréable. « Préparez ce dont vous avez besoin », dit Jake calmement, déjà en train de saisir son fusil. Il était apparu à la porte quelques instants auparavant, comme s'il avait senti le danger approcher. « Emmène Thomas et dirige-toi vers le canyon. Je te ferai gagner du temps. »« Non !» Sarah posa la cafetière d'une main ferme. « C'est mon combat. Je ne fuirai pas pour ma propre maison. Sarah, ce sont des hommes de loi. Jake, si tu leur tires dessus, tu seras pendu. » Elle passa devant lui pour se diriger vers le porche, le menton levé, malgré son cœur qui battait à tout rompre. De plus, fuir nous ferait passer pour des coupables. Le shérif Watson arriva à la porte, accompagné de 5 adjoints. Il avait vieilli depuis qu'il avait annoncé la mort de Samuel, son visage buriné portant le poids de trop nombreux compromis. « Madame McKenna !» Il toucha le bord de son chapeau sans vraiment la regarder dans les yeux. « J'ai ici des papiers, une ordonnance du juge Blackwood. Vous devez quitter les lieux en attendant la résolution de la réclamation de M. Hartley. » Pour quel motif? Sarah garda un ton neutre, même si la rage bouillonnait en elle. Une réclamation antérieure sur les droits miniers datant de 75. Watson lui tendit les documents avec une réticence évidente. « Vous avez jusqu'à midi pour partir. »« Je suis désolé, Sarah. Je n'y peux rien. »« On vous paye pour ça, » dit froidement Jake derrière elle. « Combien Hartley vous a-t-il glissé, Watson? » Le visage du shérif rougit. « Surveillez votre langage, Colton. Vous êtes déjà sur la corde raide en vous immisçant dans des affaires juridiques. » « Juridique? » Jake rit, d'un rire amer et acerbe. C'est du vol déguisé en papier et en cachet. Néanmoins, la main de Watson se posa sur son arme. La loi est la loi. « Madame McKenna, allez-vous vous conformer pacifiquement? » Sarah parcourut le document, les mots juridiques défilant devant ses yeux, mais une date ressortait. La prétendue revendication était datée d'1 semaine après la mort de Samuel, alors qu'elle était trop accablée par le chagrin pour remarquer que des étrangers déposaient des documents sur ses terres. « C'est frauduleux, » dit-elle. « Cette revendication a été déposée après la mort de mon mari, alors que nous étions déjà installés ici depuis 3 ans. Nous avons des droits antérieurs. C'est au tribunal d'en décider. » Watson se tortilla inconfortablement sur sa selle. « En attendant, vous devez quitter les lieux, et si vous refusez, je devrais vous arrêter. » Il prononça ces mots comme s'ils lui faisaient mal. « Ne m'obligez pas à faire ça. Pensez à votre fils, maman. » Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en chemise de nuit. Que se passe-t-il? Le voir ainsi vulnérable, effrayé, faillit briser sa détermination. Mais elle pensa alors à Samuel, aux rêves qu'ils avaient nourris pour cette terre, à tous les matins où il l'avait embrassé dans cette même porte avant de partir au champ. Le shérif Watson dit « Nous devons partir, ma chérie, M. Parson est un... Mais je ne pense pas que ce soit juste. » Elle se retourna vers Watson. « Vous devrez m'arrêter. Shérif, je n'abandonnerai pas ma maison sur la parole de Josiah Hartley. » Les épaules de Watson s'affaissèrent. « Sarah, je t'en prie. » Les dames avaient clairement exprimé leur position. Jake intervint en entrant dans le porche. Sa présence dégageait une violence à peine contenue. « La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? »
Les adjoints se déplaçaient nerveusement. Ils connaissaient la réputation de Jake Colton, savaient de quoi il était capable lorsqu'il était acculé. Sarah vit Watson réfléchir. Est-ce que faire respecter une expulsion discutable valait un éventuel bain de sang? Je vous donne 3 jours, dit Watson. Enfin, 3 jours pour mettre vos affaires en ordre. Trouvez un endroit où le garçon pourra rester. Mais jeudi matin, si vous êtes toujours là, je n'aurai pas le choix. Tom, l'un des adjoints, commença à protester. 3 jours, répéta Watson fermement. C'est tout ce que je peux faire. Alors qu'il s'éloignait, Sarah s'affaissa contre le cadre de la porte. 3 jours? Comment pouvait-elle lutter contre un système truqué en 3 jours? Nous devons agir vite, dit Jake, qui réfléchissait déjà à la suite. Nous devons vous emmener au siège du comté, déposer une contre-plainte, et nous avons besoin de témoins, de toute personne pouvant attester de la date à laquelle vous et Samuel avez déposé vos documents fonciers initiaux. Sarah le regarda. Jake, vous n'êtes pas obligé. Si, répondit-il simplement, je le dois. Le reste de la matinée s'écoula dans un tourbillon de préparatifs. Jake se rendit dans les fermes voisines pour chercher du soutien, tandis que Sarah rassemblait des documents et essayait de calmer Thomas. Mais à l'approche de midi, elle fut submergée par un sentiment d'impuissance. Même s'il parvenait à se rendre au siège du comté, même s'il trouvait des oreilles compatissantes, Hartley avait de l'argent et une influence qu'elle ne pouvait égaler. Elle se retrouva sur la tombe de Samuel alors que le soleil atteignait son zénith. La croix en bois avait vieilli, mais elle se dressait toujours, marquant l'endroit où son ancienne vie avait pris fin. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle à la terre silencieuse. « J'essaie de tenir bon, mais peut-être que je suis juste têtu. Peut-être que Thomas serait mieux ailleurs, dans un endroit sûr. Il serait plus en sécurité, peut-être. » La voix de Jake retentit derrière elle, mais il ne serait pas à la maison. Elle se retourna et le vit tenant des fleurs sauvages, des fleurs de fin d'automne, vigoureuses et déterminées. Il s'agenouilla et les déposa au pied de la croix avec une douceur surprenante. « Samuel parlait tout le temps de toi, dit-il doucement. Pendant la guerre, Sarah ceci, Sarah cela, ça nous rendait fous. Les hommes pouvaient trouver un moyen de tout relier à leurs femmes restées au pays. La pluie, Sarah adore la pluie. Des haricots pour le dîner, Sarah les rend meilleurs. Les étoiles de la nuit sont aussi brillantes que les yeux de Sarah. Malgré tout, Sarah souriait. Il a toujours été un romantique incurable. C'est vrai. Jake se leva, époussetant ses genoux. Mais il était aussi pragmatique, stratégique. Tu sais ce qu'il m'a dit une fois? Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais prendre soin de toi. Il m'a fait jurer ça la dernière nuit avant notre démobilisation. Jake, je l'ai déjà laissé tomber une fois. Je l'ai laissé se rendre seul dans cette embuscade parce que j'étais trop ivre pour le protéger. Le dégoût de soi dans sa voix était tranchant comme une lame. Je ne le décevrai plus jamais. Sa mort n'était pas ta faute. Le gang Jameson ne l'aurait jamais eu si j'avais été là. Jake serra les poings. Je savais qu'il travaillait sur cette route. J'aurais dû le prévenir. J'aurais dû l'accompagner. Mais j'étais trop occupé à essayer d'oublier la guerre dans une bouteille de whisky. Sarah tendit la main sans réfléchir, couvrant sa main crispée. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est déjà parti, Jake. Et tu ne peux pas vivre ta vie comme une pénitence pour une mort dont tu n'es pas responsable. Il regarda leurs mains jointes. Quelque chose changea dans ses yeux gris. Peut-être pas, mais je peux tenir ma promesse. Je peux assurer ta sécurité et celle de Thomas. Et qu'en est-il de ce que tu veux? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Est-ce que nous protéger consiste uniquement à tenir une promesse faite à un homme mort? L'air entre eux crépitait de tension. Jake tourna sa main vers le haut, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu sais que ce n'est pas le cas, dit-il sèchement. Tu le sais depuis un moment, Jake. Je vois comment tu me regardes parfois, Sarah, quand tu penses que je ne le remarquerai pas. Comme si tu essayais de déterminer si je suis réel ou juste pratique. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Je suis réel. Quoi? J'ai des sentiments pour toi. C'est réel aussi, depuis le jour où Samuel nous a présentés. Pour être honnête, c'est toi qui l'as vu en premier. C'est toi qui l'aimais le plus, et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Sarah retira sa main, le cœur battant à tout rompre. « Ne dis plus rien. Pas ici. Pas sur sa tombe. » Jake recula, reconstruisant ses murs familiers. « Tu as raison. Je suis désolé.
Un coup de feu retentit dans la vallée, interrompant ses paroles, puis un autre venant de la maison. Thomas. Sarah souleva ses jupes et se mit à courir. Jake à ses côtés, tous deux se précipitant vers les cris terrifiés de son fils. Ils arrivèrent au sommet de la colline et découvrirent le chaos. Henderson et 3 hommes avaient acculé Thomas près du poulailler. Le garçon tenait le couteau de cuisine de Sarah dans ses mains tremblantes. Une fine ligne de sang coulait sur sa joue, là où une balle l'avait effleuré. « Lâchez-le » hurla Sarah, cette fois. Sa fureur maternelle prenant le dessus sur sa peur. Henderson se retourna avec un sourire nonchalant. « Eh bien, regardez qui est de retour. Je suis juste en train de donner une leçon au garçon sur le respect de ses aînés. Il semble qu'il ait pris ombrage de notre visite. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits dont j'ai besoin. » Henderson tapota son âme. « Vous voyez, M. Hartley s'est dit que vous ne respecteriez peut-être pas l'ordre du shérif. Il a pensé que nous devrions vous encourager un peu. » Jake était devenu complètement immobile à côté d'elle. Ce silence dangereux qui précède la violence. « Oh. Lâchez le garçon, dit-il calmement. Votre problème ne le concerne pas. Mon problème concerne tous ceux qui squattent les terres de M. Hartley. » Le sourire de Henderson s'élargit. « Mais je dois dire, Colton, que je suis content que vous soyez là. Ça m'évite d'avoir à vous traquer plus tard. » Tout se passa très vite. Henderson sortit son arme, mais Jake était déjà en mouvement. Son premier tir atteignit la main armée de Henderson, faisant tournoyer l'arme. Le deuxième tir fit tomber l'homme à côté de Henderson, qui levait un fusil. Jake roula derrière l'abreuvoir, tandis que les 2 autres ouvraient le feu, les balles éclatant le bois. « Thomas, cours vers moi » cria Sarah, mais son fils était paralysé par la terreur. Jake se releva en tirant. Sa visée était d'une précision mortelle. Un autre homme tomba. Le dernier, voyant le changement étrange, fit un choix désespéré. Il attrapa Thomas. Il utilisa le garçon comme bouclier. « Lâche ça, Colton. » Ou le garçon. Il ne termina pas sa phrase. La balle de Jake le frappa entre les yeux, si près de Thomas que la poudre brûla les cheveux du garçon. L'homme s'effondra et Thomas se précipita vers sa mère en sanglotant. Sarah serra son fils dans ses bras, vérifiant frénétiquement s'il n'était pas blessé, malgré le chaos qui les entourait. La cour était devenue un champ de bataille. Henderson se tordait de douleur sur le sol, serrant sa main mutilée. 2 hommes gisaient immobiles. Le 4e avait disparu, probablement en fuite. « Tout va bien, » dit Jake en s'agenouillant à côté d'eux. Sa voix était douce, mais son regard restait dur, à l'affût de toute menace. « Vous êtes en sécurité maintenant, tous les 2. » Mais ils n'étaient pas en sécurité. Sarah le savait, même en serrant son fils dans ses bras. Cela allait bien au-delà des litiges fonciers et des manœuvres juridiques. Du sang avait été versé. Il y aurait des conséquences. « Nous devons partir, dit-elle, avant que le shérif ne revienne. » Jake acquiesça. « Emportez le strict minimum. Je connais un endroit dans les montagnes où nous pourrons nous cacher et réfléchir à la suite. » Puis il croisa son regard, et elle y vit la vérité. Ils étaient désormais des fugitifs, ou le seraient bientôt. Hartley présenterait cela comme un meurtre. Il prétendrait que Jake avait abattu des hommes innocents. Ils n'avaient plus aucun recours juridique. « Alors nous survivrons, » dit Jake. Ensemble, tandis que Sarah se dépêchait de faire ses bagages, Thomas s'accrochant à ses jupes. Elle sentit les derniers liens qui la reliaient à son ancienne vie se rompre. La veuve McKenna, qui avait essayé de fonctionner dans le cadre du système, qui avait cru en la loi et l'ordre et en la décence fondamentale de ses voisins. Cette femme avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, quelqu'un prêt à s'enfuir dans la nature avec un homme brisé et à lui confier la vie de son fils. Quelqu'un qui pouvait encore sentir le fantôme de son mari, mais qui commençait à comprendre que les morts ne devaient pas gouverner les vivants. Ils partirent alors que le soleil commençait à descendre. 3 silhouettes à cheval se dirigeaient vers les montagnes. Derrière eux, de la fumée s'élevait de la maison. Sarah l'avait incendiée plutôt que de la laisser à Hartley. Les flammes consumèrent son passé, ses rêves, son ancienne vie. Mais alors que Jake les guidait dans l'obscurité grandissante, sa présence solide et rassurante, Sarah se rendit compte qu'elle pouvait supporter cette perte. Car quelque part entre leur première rencontre et cette fuite désespérée, elle avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Pas seulement sa vie ou ses fils, mais la possibilité d'un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé.
Le sentier de montagne était dangereux dans la lumière déclinante, mais Jake le parcourut avec assurance. Lorsque Thomas vacilla sur sa selle, épuisé par la terreur et la fuite, Jake souleva simplement le garçon pour le mettre sur Storm avec lui, le serrant contre sa poitrine. « Je te tiens », murmura-t-il, et Sarah ne savait pas s'il parlait de Thomas ou d'eux tous, alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Elle s'autorisa un dernier regard vers la ferme en feu. Puis elle se tourna vers l'avant, suivant Jake vers ce qui allait suivre. La vie de veuve était terminée. Resta à voir qui elle deviendrait après cela. La grotte où Jake les conduisit était cachée derrière un éboulis de rochers et des pins rabougris. Invisible, à moins de savoir exactement où regarder. À l'intérieur, elle s'ouvrait sur une salle naturelle assez grande pour accueillir des personnes et des chevaux, avec un trou dans le plafond pour évacuer la fumée et des traces d'habitation passées. Un cercle de pierres noircies par le feu, des étagères rudimentaires creusées dans les parois rocheuses. Une vieille échette de mes jours moins respectueux de la loi, expliqua Jake en déchargeant les chevaux à la lumière d'un petit feu. Une source d'eau à l'arrière, plusieurs sorties si nous en avons besoin. Nous serons en sécurité ici pendant un certain temps. En sécurité? Sarah se demandait si elle se sentirait un jour vraiment en sécurité. Elle regardait Thomas explorer la grotte avec la résilience de l'enfance, sa terreur s'estompant déjà pour laisser place à l'aventure. Mais elle ne pouvait oublier le bruit des balles, le sang sur sa joue, le moment où elle avait cru le perdre. « Il est plus résistant qu'il n'en a l'air », dit Jake doucement, suivant son regard. « Il tient de sa mère. Je n'aurais jamais dû en arriver là. » Sarah serra ses bras autour d'elle. Elle avait soudainement froid malgré le feu. « J'aurais dû prendre l'argent de Hartley. Partir quelque part. » Où? La voix de Jake était douce mais ferme. À l'est, chez des gens qui t'ont renié. Dans une ville où tu ne serais qu'une veuve parmi d'autres, occupée à faire le ménage. Tu t'es battu pour ta maison. Il n'y a aucune honte à cela. 4 hommes sont morts à cause de ma fierté. 4 hommes sont morts parce qu'ils ont essayé de faire du mal à un enfant. Ses yeux gris brillèrent au souvenir de la violence. Je les tuerais à nouveau sans hésiter. La simple vérité aurait dû l'effrayer. Au contraire, elle trouva cela étrangement réconfortant. Dans un monde où la loi les avait laissés tomber, la protection brutale de Jake semblait être la seule chose solide. Ils passèrent 3 jours dans la grotte, tombant dans une domesticité inattendue. Jake chassait et explorait les environs, revenant toujours avec des nouvelles des équipes de recherche qui ratissaient les vallées en contrebas. Sarah entretenait le feu, préparait les repas à partir de leurs maigres provisions et essayait d'occuper Thomas avec des leçons griffonnées dans la terre. Le soir, ils s'asseyaient autour du feu et Jake racontait des histoires de ses voyages, soigneusement adaptées aux jeunes oreilles. Le 3e soir, alors que Thomas dormait dans son sac de couchage, le poids des mots non dits devint insupportable. « Nous ne pouvons pas rester ici éternellement, » dit Sarah en fixant les flammes. « Non, » répondit Jake en nettoyant son fusil, ses mouvements précis et automatiques. « Je pense qu'après un jour ou 2, nous partirons vers le nord, peut-être vers le Wyoming. Nous recommencerons à zéro, là où personne ne nous connaît. » « En tant que quoi? » La question resta en suspens entre eux. Cousins, employeur et employé. « Où? » Il posa le fusil et croisa son regard par-dessus le feu. « C'est à toi de décider, Sarah. » Elle pensa à toutes les convenances auxquelles elle s'était accrochée, à toutes les règles qui étaient censées la protéger et la rendre respectable. Elle ne lui avait apporté que des jugements et un quasi-désastre ici, dans cet abri primitif, avec un homme recherché. Elle se sentait plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des mois de veuvage. « J'en ai assez de faire semblant, » dit-elle doucement. « J'en ai assez d'être ce que tout le monde attend de moi. La veuve en deuil, la dame convenable, la femme sans défense. » Jake contourna le feu et s'assit à côté d'elle, en gardant une distance prudente entre eux. « Que veux-tu être dans la vie? » Le mot sortit avec férocité, libre avec quelqu'un qui me voit tel que je suis, et non comme le fantôme de ce que j'étais. « Sarah, tu allais me dire quelque chose sur la tombe de Samuel avant la fusillade. » Elle se tourna vers lui. « Dis-le-moi maintenant. » Il resta silencieux pendant un long moment, et lorsqu'il parla, sa voix était rauque, chargée d'émotions contenues. « Je t'aime depuis le jour où Samuel nous a présentés. Tu portais une robe bleue à petites fleurs et tu avais une fleur dans les cheveux après avoir fait de la pâtisserie. Tu as ri à quelque chose, dit-il.
et j'ai pensé que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau. Sarah retint son souffle. Jake, je n'ai jamais rien dit. Je ne l'aurais jamais fait. Samuel était mon frère de cœur. Et tu l'aimais. Je l'ai vu. Je l'ai respecté. Mais après sa mort, il s'est frotté le visage. Je me suis dit que je ne faisais que tenir une promesse, que je ne faisais que m'occuper de sa veuve. Mais c'était un mensonge. Chaque fois que je venais réparer quelque chose, chaque fois que je te voyais te battre pour tenir le coup toute seule, j'avais envie de te le dire. Quoi donc? Demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. Il se tourna alors vers Syl, et la sincérité brute dans ses yeux fit battre son cœur à toute allure. Prends tes affaires. Tu es à moi maintenant. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Ce n'est pas très romantique, je sais, mais je ne suis pas doué pour les beaux discours. Tout ce que je sais, c'est que je veux prendre soin de toi et de Thomas. Je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, pas seulement préserver quelque chose d'ancien. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est pour ça que tu es resté à l'écart, que tu as toujours gardé tes distances. Ça ne me semblait pas correct, désirer la femme de mon ami décédé. Je ne trouvais pas cela honorable. Il rit amèrement. Mais je suppose que l'honneur est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Non. Sarah posa sa main sur la sienne. Ne dévalorise pas cela. Ce que tu as fait, ce que tu as sacrifié pour nous, c'est plus honorable que toutes les personnes respectables de Cedar Ridge réunies. Ils restèrent assis en silence, les mains jointes, le feu crépitant entre eux et la vaste obscurité au-delà. Finalement, Sarah prononça les mots qui s'étaient accumulés depuis le premier jour où il était apparu avec du bois de chauffage. « Je veux être à toi, Jake. Pas parce que j'ai besoin de protection ou parce que nous sommes en fuite. Parce qu'entre l'au revoir et le bonjour, je suis tombée amoureuse de toi aussi. » Il émit un son grave, mi-grognement, mi-prière. « Sarah, tu es sûre? Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu seras lié à un homme qui a du sang sur les mains et un passé qui ne restera pas enfoui. Nous avons tous un passé. » Elle pensa à la maison qu'elle avait brûlée, à la vie qu'elle avait abandonnée. Ce qui compte, c'est l'avenir, notre avenir. Le baiser était alors inévitable, une collision entre la solitude et le désir, le désespoir et l'espoir. Les mains de Jake encastrèrent son visage avec une douceur surprenante, comme si elles pouvaient se briser ou disparaître. Sarah se pencha vers lui. Goûtant le whisky et la fumée, sentant la réalité solide de sa présence après tant de mois de vide. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, elle vit de l'émerveillement dans ses yeux. « Je n'aurais jamais pensé, jamais imaginé que tu... » « Je sais. » Elle sourit à travers ses larmes. « Moi non plus, mais Samuel est parti et nous sommes en vie. Je pense qu'il aurait voulu que nous soyons heureux. » « Demain, » dit Jake d'une voix rauque pleine de promesses, « nous trouverons un pasteur. Nous officialiserons notre union. Depuis quand les hors-la-loi se soucient-ils de la loi? Depuis qu'ils tombent amoureux de veuves respectables. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Tu méritais mieux qu'une grotte et un homme recherché, mais je te jure que je passerai ma vie à essayer de t'offrir le monde. » Une petite toux les fit se séparer brusquement. Thomas se tenait au bord de la lueur du feu, se frottant les yeux endormis. « Maman, tu pleures? » Sarah s'essuya rapidement les joues. « Des larmes de joie, mon chéri. Viens ici. » Thomas s'approcha et s'installa entre eux avec la confiance de l'enfance. « Est-ce qu'on va être une vraie famille maintenant? Toi, moi et Monsieur Jake. » Sarah regarda Jake par-dessus la tête de son fils. Elle vit la question et la promesse dans ses yeux. « Est-ce que ça te plairait? » « Oui. » Thomas bâilla. « Monsieur Jake m'apprend à suivre des traces et à tirer. Et il y raconte de meilleures histoires que n'importe qui, et il n'a pas l'air triste tout le temps comme toi. » La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Sarah. Alors oui, nous allons former une vraie famille. Bien. Thomas se blottit contre Jake avec une affection naturelle. On pourra avoir une vraie maison aussi? Cette grotte est sympa, mais il fait froid. Nous aurons une maison, promit Jake en passant son bras autour des épaules du garçon. Au nord d'ici, là où l'herbe est verte et l'eau claire. Je la construirai moi-même, avec un grand porche pour ta maman et une grange pour les chevaux. Et un chien, le plus gros et le plus méchant que nous pourrons trouver. Alors que Thomas se rendormait, Sarah croisa le regard de Jake. C'était pour cela qu'elle s'était battue. Se rendit-elle compte, pas seulement une terre ou un héritage, mais la chance pour son fils d'avoir à nouveau un père,
pour elle-même d'avoir un partenaire, pour eux tous d'avoir de l'espoir. Le lendemain matin, des cavaliers arrivèrent dans la vallée en contrebas, une importante équipe de recherche accompagnée de chiens. Jake les observa depuis un point d'observation caché, puis revint avec une mauvaise nouvelle. Hartley a mis nos têtes d'appris. 500 $ pour moi, 100 pour toi. 100 $? Sarah se sentit étrangement insultée. C'est tout. Jake éclata d'un rire surpris et sincère. C'est bien ma fille, toujours prête à se battre, même face à de mauvaises nouvelles. Ils firent leur bagage rapidement et efficacement, se préparant à quitter leur refuge temporaire. Sarah jeta un dernier regard autour d'elle dans la grotte qui les avait abrités. D'une manière étrange, c'était ici qu'elle s'était trouvée, qu'elle avait trouvé l'amour, le courage et la force de laisser le passé derrière elle. « Prête? » demanda Jake. Thomas était déjà monté devant lui sur Storm. « Prête? » dit Sarah en enfourchant sa propre monture. Ils s'élancèrent dans la lumière du matin. 3 silhouettes se détachaient sur le vaste paysage. Derrière eux se trouvait Cedar Ridge, la tombe de Samuel et les cendres de vieux rêves. Devant eux les attendait l'incertitude, le danger et la promesse de quelque chose de nouveau. Alors qu'ils grimpaient plus haut dans les montagnes, Jake se mit à siffler un air enjoué qui fit rire Thomas. Sarah se surprit à sourire malgré tout. Ils étaient désormais des hors-la-loi, des fugitifs d'un système corrompu, mais ils étaient ensemble. Et d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. « Prends tes affaires », avait dit Jake dans la grotte. « Tu es à moi maintenant. » Ce n'était plus un ordre, mais un pacte, une promesse écrite dans la fuite et la survie, scellée par des baisers et le sommeil confiant d'un enfant. Sarah poussa son cheval en avant, suivant son improbable sauveur vers un avenir incertain, et elle se rendit compte qu'elle n'avait aucun regret. Le soleil montait dans le ciel, dissipant la brume matinale. Quelque part derrière eux, des chiens hurlaient sur une piste froide. Mais devant eux, les montagnes s'ouvraient sur des possibilités infinies, et Sarah McKenna, bientôt Sarah Colton, chevauchait vers elle avec son fils, et l'homme qui lui avait appris que parfois, l'amour ne vient pas comme une pluie douce, mais comme un feu de forêt qui brûle l'ancien pour faire place au nouveau. Le canyon se rétrécissait devant eux, ses parois rouges s'élevant comme les portes du jugement de part et d'autre. Jake arrêta Storm et leva la main pour demander le silence. Le vent du matin transportait des voix, des rires rauques et le cliquetis des éperons sur la pierre. « Combien? » murmura Sarah en serrant Thomas contre elle. « 4, peut-être 5, » répondit Jake sans quitter des yeux le virage devant eux. « Ils attendent. Ils ont dû deviner que nous prendrions Eagle Pass. Y a-t-il un autre chemin? » Pas sans revenir sur nos pas pendant 2 jours. Il se retourna sur sa selle, ses yeux gris évaluant la situation. « Sarah, je veux que tu prennes Thomas et que tu grimpes là-haut. » Il désigna une étroite corniche à 6 mètres au-dessus de la paroi du canyon. « Quoi qu'il arrive, reste caché. Si les choses tournent mal... » Non, sa voix était calme. « Nous ne nous séparons pas. Pas maintenant, Sarah, je sais tirer. Tu m'as appris toi-même ces derniers jours. » Elle ajusta son manteau, révélant le pistolet de Samuel à sa hanche. « On affronte ça ensemble ou pas du tout? » Jake l'observa longuement, puis acquiesça lentement. « D'accord. Mais Thomas monte sur la corniche. Ce n'est pas négociable. » Ils attachèrent les chevaux dans un bosquet de genévriers. Jake aida Thomas à grimper en sécurité, pressant son Derringer de rechange dans les petites mains du garçon. « Seulement si quelqu'un essaie de grimper après toi, » lui dit-il à voix basse. « Vise la poitrine et appuie doucement sur la détente. » Thomas acquiesça solennellement, la peur et la détermination se disputant sur son jeune visage. Sarah l'embrassa rapidement, puis suivit Jake vers le lieu de l'embuscade. Ils entendirent Henderson avant de le voir, sa voix portant clairement dans l'air calme. « J'aurais dû tuer ce morveux quand j'en avais l'occasion. Ça nous aurait évité cette poursuite. Hartley les veut vivants. » Une autre voix répondit. Surtout la femme, il dit qu'il a des projets pour elle. Sarah eut la chair de poule en comprenant ce que cela signifiait. À côté d'elle, Jake était devenu complètement immobile. Ce silence dangereux qui précède la violence. « Vivante ne veut pas dire indemne », continua Henderson. Sarah pouvait entendre le sourire dans sa voix malgré sa main blessée. Il y a plein de façons de rendre une femme docile sans la tuer. Jake bougea alors, fluide comme de l'eau, se positionnant derrière un rocher. Il leva 3 doigts,
puis pointa du doigt. 3 hommes visibles, au moins 2 autres cachés. La bouche de Sarah s'assécha, mais elle se força à respirer lentement, se souvenant de ses leçons. Main ferme, vue claire, appuyée. Ne pas bouger brusquement. Je vais attirer leur feu, murmura Jake. Quand ils se tourneront vers moi, tu t'occupes de celui qui est le plus proche, puis tu rejoins Thomas. Avant qu'elle n'ait pu protester, il était déjà en mouvement, criant d'une voix qui résonnait sur les parois du canyon. Henderson, je pensais que tu soignais la main que je t'ai cassée. Des coups de pied éclatèrent à toute main immédiatement, les balles ricochant sur les rochers. Sarah vit sa cible, un homme maigre qui cherchait à se mettre en meilleure position. Elle visa, expira lentement et appuya sur la détente. Le pistolet fit un bond dans sa main et l'homme se retourna sur le côté, serrant son épaule. La femme, occupe-toi de la femme. D'autres coups de feu retentirent, assourdissant dans le canyon étroit. Sarah recula précipitamment, rechargeant son arme avec ses doigts tremblants. Une silhouette se dressa au-dessus d'elle. Elle tira sans réfléchir, la balle l'atteignant en plein torse. Il bascula en arrière avec un grognement de surprise. « Sarah, baisse-toi. » Elle se coucha à plat ventre, tandis que le fusil de Jake crépitait au-dessus de sa tête. Un autre homme tomba, mais d'autres arrivaient et leur position était encerclée. Sarah pouvait voir Henderson diriger ses hommes restants, sa main mutilée enveloppée dans des bandages sales. Puis elle l'entendit. Thomas criait depuis la corniche. Un 5e homme avait contourné le groupe et grimpait vers son fils. Sans réfléchir, Sarah quitta sa cachette et courut vers la menace. Les balles ricochaient sur les rochers autour d'elle, mais tout ce qu'elle voyait, c'était Thomas qui reculait devant la silhouette qui grimpait. Le pistolet, oublié dans sa terreur. Le fusil de Jake tira à nouveau et le grimpeur tomba en arrière en hurlant, mais cette distraction leur coûta cher. Sarah sentit la balle avant d'entendre le coup de feu, une ligne brûlante à travers ses côtes qui la fit tourner sur le côté. Elle heurta le sol violemment, haletant. « Sarah! » Le rugissement de Jake résonna sur la pierre. Puis ses armes se mirent à parler à un rythme mortel, le tir contrôlé d'un homme qui avait appris son métier dans le sang, à travers une vision brouillée par la douleur. Sarah vit Henderson se précipiter vers elle. Elle leva le pistolet de ses mains tremblantes, mais il le repoussa d'un coup de pied, sa botte frappant ses côtes blessées. La douleur lui brouilla la vue. « Je t'ai, sorcière », grogna Henderson en tendant la main vers elle. Le coup de feu qui le tua vint d'en haut. Sarah cligna des yeux, concentrant son regard à travers ses larmes pour voir Thomas sur le rebord, le pistolet fumant dans ses petites mains. Henderson eut l'air presque comiquement surpris avant de s'effondrer à côté d'elle. Puis Jake fut là, la soulevant avec douceur. « C'est grave? » « Pas profond, parvint-elle à dire. Juste sanglant. Le canyon était devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement dans ses oreilles. L'examen rapide de Jake confirma son diagnostic. Une éraflure le long de ses côtes, douloureuse et saine, mais pas mortelle. Il la banda rapidement avec des bandes déchirées dans sa chemise. « Thomas » appela-t-elle. « Je vais bien, maman. » Sa voix était tremblante mais fière. « Je l'ai eu, comme M. Jake me l'a appris. »« Tu as bien fait, mon fils, » répondit Jake. « Reste là encore une minute. » Il fit rapidement le tour du champ de bataille, confirmant ce que Sarah savait déjà. 5 hommes morts, l'embuscade s'était transformée en massacre. Quand il revint, son visage était sombre. Il fallait partir. Avec autant de morts, Hartley enverrait une armée la prochaine fois. Ils récupérèrent Thomas, qui s'accrochait à Sarah malgré ses grimaces de douleur. Le garçon essayait d'être courageux, mais elle pouvait le sentir trembler. « Tu m'as sauvé la vie », lui dit-elle doucement. « Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. » J'avais peur. Il l'admit. Mais il allait vous faire du mal, à vous et à monsieur. Jake répondit, « Nous protégeons notre famille. » La famille, même à travers la douleur. Ces mots la réconfortèrent. Ils chevauchèrent sans relâche malgré la blessure de Sarah, s'enfonçant toujours plus profondément dans cette région sauvage. Dans l'après-midi, Jake trouva ce qu'il cherchait. Un ruisseau limpide coulant à travers une prairie, offrant une bonne visibilité et une position défendable dans les rochers au-dessus. « Nous allons nous reposer ici, » décida-t-il. « Laisse-moi examiner cette blessure correctement. » Sarah endura ses soins en serrant les dents. La balle avait creusé un sillon le long de 2 côtes, suffisamment profond pour saigner abondamment,
mais sans toucher aucun organe vital. Jake nettoya la blessure avec du whisky qui brûlait comme du feu, puis la banda correctement avec un tissu propre provenant de leur provision. Tu auras une cicatrice, dit-il doucement. Une de plus à ajouter à la collection, répondit-elle en essayant de prendre un ton léger, mais l'épuisement prit le dessus sur ses mots. Sarah, dit-il en immobilisant ses mains sur le bandage, ce que tu as fait là-bas en couvrant Thomas, c'était stupide, je sais, mais c'est exactement ce que ferait une mère. Ses yeux gris reflétaient une profonde émotion. Mais la prochaine fois, fais-moi confiance pour m'en occuper. Je ne peux pas vous perdre, ni l'un ni l'autre. Cette nuit-là, autour de leur petit feu, la réalité de leur situation s'abattit sur eux comme un linceul. 7 hommes morts, c'est 2 affrontements. Le territoire allait être envahi d'avis de recherche. Leurs visages seraient inconnus, leurs descriptions diffusées. Nous pourrions aller au Mexique, suggéra Jake. Je connais des gens là-bas. Nous pourrions recommencer à zéro, là où la loi ne peut vous atteindre. Non. Sarah regarda Thomas, qui somnolait contre l'épaule de Jake. Il mérite mieux qu'une vie en exil. Nous le méritons tous. Alors quoi? Elle y avait réfléchi toute la journée. Un plan fou né du désespoir et de l'espoir. Nous renversons la situation. Nous passons à l'offensive. Jake haussa un sourcil. Explique. Hartley est le véritable criminel ici. Falsification, tentative de meurtre, complot. Si nous pouvions obtenir des preuves, des témoignages. De qui? Toute la ville a peur de lui ou est à son solde. Pas tout le monde. Sarah pensa à la réticence du shérif Watson, au regard compatissant d'Henry Morrison. Il y a des gens bien à Cedar Ridge, ils ont juste besoin que quelqu'un se lève le premier. C'est un jeu dangereux. Sarah Hartley a des ressources que nous n'avons pas, mais nous avons quelque chose qu'elle n'a pas. Elle croisa son regard à travers le feu. Nous n'avons plus rien à perdre, et nous sommes là l'un pour l'autre. Jake resta silencieux pendant un long moment. Alors, qu'est-ce que tu as en tête? Ils discutèrent toute la nuit, élaborant et rejetant des idées. À l'aube, ils avaient les grandes lignes d'un plan. Risqué, probablement insensé, mais mieux que de fuir éternellement. Je connais un juge à Denver. Jake dit, un juge fédéral, il ne peut pas être acheté. Si nous voulons lui présenter des preuves, il nous faut des preuves. Sarah grimaça en se redressant, ses côtes protestantes, ce qui signifie qu'il faut y retourner. Non, hors de question. Jake, j'ai dit non. Sa voix était plate et définitive. Je ne te ramènerai pas dans le danger. Tu ne m'emmènes nulle part, répondit Sarah d'un ton calme. C'est moi qui choisis d'y aller. Il y a une différence. Ils se regardèrent fixement par-dessus les cendres refroidies, 2 âmes obstinées qui s'affrontaient. Finalement, Jake éclata d'un rire bref et sonore. Sam m'avait prévenu que tu étais têtu. Il disait que c'était ce qu'il aimait le plus chez toi et ce qui le rendait le plus fou. Samuel l'acceptait. Et toi, tu peux l'accepter? Ai-je le choix? Toujours. Sarah tendit la main pour prendre la sienne. Mais j'espère que tu choisiras de me faire confiance, de me traiter comme une partenaire, pas comme un objet. Jake retourna sa main, suivant du doigt les callosités que des mois de dur labeur avaient formées. Partenaire, acquiesça-t-il, que Dieu nous vienne en aide. Alors que le soleil se levait au-dessus des parois du canyon, peignant le monde de nuances dorées et cramoisies, ils se préparèrent pour le jeu le plus dangereux qui soit. Passant du statut de proie à celui de prédateur, Sarah vérifia son pistolet, grimaçant sous l'effet de la traction sur ses côtes. La veuve McKenna n'aurait jamais imaginé suivre cette voie, mais la femme qu'elle était devenue, forgée par le feu et le désespoir, était prête à affronter tout ce qui l'attendait. « Sarah, dit Jake doucement alors qu'il se préparait à partir. Ce que j'ai dit de tout à l'heure dans la grotte. Prends tes affaires. Tu es à moi maintenant, sourit-elle en se remémorant cette phrase. Oui, ça. Il semblait presque timide. Cet homme dangereux qui avait tué pour les protéger. Je le pensais, tout cela. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas à moi comme un bien. Tu es à moi comme mon cœur est à moi. Une partie de moi. La meilleure partie. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Jake Colulton. Tu essaies d'être romantique? J'essaye. Il grimaça. Je ne suis pas très doué pour ça. Tu es parfaite. Elle se pencha par-dessus le cou de Storm pour l'embrasser. Un baiser bref, mais plein de promesses. Et tu es à moi aussi. Comme toujours.
Thomas remua puis se réveilla avec la résilience de l'enfance. On part à l'aventure aujourd'hui, la plus grande jusqu'à présent. Jake lui dit, installant le garçon devant lui, prêt à être courageux à nouveau? Je suis toujours courageux maintenant, déclara Thomas. Toi et maman m'avez appris. Alors qu'ils chevauchaient vers un avenir incertain, Sarah réfléchit aux étranges rebondissements du destin. Elle avait perdu un mari, une maison, son ancienne vie, mais elle avait gagné quelque chose de précieux. Un amour né du feu et éprouvé dans le sang. Un partenaire qui voyait sa force plutôt que sa faiblesse, et la chance de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de l'ancien. Le canyon s'ouvrait devant eux, des parois rouges laissant place à un ciel infini. Quelque part au-delà les attendait Josiah Hartley et son empire corrompu, mais aussi de nouvelles possibilités. La justice, la rédemption et l'espoir d'une vie libre. Ensemble, demanda Jake, debout à côté d'elle sous la pluie battante. Ensemble, confirma Sarah, ignorant la douleur dans ses côtes et le danger qui les attendait. Et ensemble, ils chevauchèrent vers le soleil levant. Trois guerriers improbables liés par l'amour et la détermination, prêts à affronter toutes les batailles que la journée leur réservait. La ville de Cedar Ridge semblait différente dans l'obscurité qui précédait l'aube. Sarah rabattit son chapeau sur ses yeux, reconnaissante pour les vêtements masculins que Jake avait procurés et pour les ombres qui cachaient son identité à ses côtés. Jake se déplaçait avec un silence prédateur, tous ses sens en alerte pour détecter le danger. Ils avaient laissé Thomas chez un ami de confiance dans la vallée voisine, une dette que Jake avait contractée dans sa vie passée. Morrison conserve ses dossiers dans l'arrière-boutique. Sarah murmura. « Et Watson, s'il est là où je pense, nous pourrions avoir de la chance. » Ils se séparèrent dans la ruelle dans la ruelle derrière Main Street. Jake se dirigea vers le bureau du shérif, tandis que Sarah se glissa dans l'obscurité vers le magasin de Morrison. La clé était là où Henry l'avait toujours cachée, sous le troisième pot de fleurs près de la porte arrière. Elle l'avait vu la récupérer une fois lorsqu'elle était venue tôt pour s'approvisionner à l'intérieur. Les odeurs familières du magasin lui serrèrent la poitrine de souvenirs. Combien de fois avait-elle fait ses courses ici en tant qu'épouse de Samuel, puis en tant que veuve? À présent, elle était une fugitive, s'introduisant comme une vulgaire voleuse. Sauf que les voleurs prenaient des choses. Elle était là pour rendre quelque chose à la lumière. Les registres étaient exactement là où elle espérait les trouver. Des registres montrant les paiements versés par Hartley à divers fonctionnaires de la ville, y compris une somme importante au juge Blackwood la semaine précédant la mort de Samuel. Ses mains tremblaient tandis qu'elle copiait les entrées pertinentes. C'était ça, la preuve d'un complot remontant à plus d'un an. Une planche craqua derrière elle. Sarah se retourna, la main sur son pistolet, pour trouver Henry Morrison en chemise de nuit, le fusil levé. « Sarah, dit-il d'une voix choquée, « bon sang, femme, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. » Elle garda ses mains bien en vue, sans menace, à la recherche de la vérité sur Hartley. Le fusil d'Henry vacilla. « Tu n'aurais pas dû revenir. Je sais qu'il y a une prime sur ta tête. » Elle désigna les registres. « Tu étais au courant de ces paiements? Tu savais que Hartley prévoyait de voler nos terres avant même la mort de Samuel. » Le visage du commerçant se décomposa. « Je m'en doutais, mais que pouvais-je faire? Il possède la moitié de la ville. Il a des hommes comme Henderson pour faire respecter sa volonté. » Henderson est mort. Sarah vit la compréhension poindre dans ses yeux. « Avec 6 autres personnes qui ont tenté de nous assassiner, nous avons fini de fuir. Henry, mais nous avons besoin d'aide. Je ne peux pas. Ma famille. Ta famille doit aussi vivre dans cette ville, sous la coupe de Hartley. C'est ce que tu veux pour tes enfants, tes petites-enfants? » Henry la fixa longuement, puis baissa lentement son fusil. « De quoi as-tu besoin? » 20 minutes plus tard, Sarah ressortit avec des copies des pages du grand livre et quelque chose de plus précieux encore. La promesse d'Henry Morrison de témoigner. Une voix de la conscience dans une ville de lâches. C'était un début. Elle retrouva Jake au point de rendez-vous, une grange abandonnée à la lisière de la ville. Mais il n'était pas seul. Le shérif Watson était assis sur une botte de foin, les mains liées, paraissant plus vieux que son âge. Tom a accepté de parler. Jake dit sans préambule. On dirait que sa conscience le tourmente.
Sarah, Watson ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Je suis désolé pour tout. Je voulais aider, mais Hartley vous payait pour fermer les yeux. Sarah lui montra les entrées du registre. 300 $ la semaine du meurtre de Samuel, de l'argent sale. Shérif. Watson tressaillit. Je ne savais pas qu'il avait l'intention de tuer quelqu'un. Je pensais qu'il s'agissait juste d'une question de terrain. Quand j'ai compris, il a secoué la tête. J'étais trop impliqué. Il me tenait. Il ne te tient plus, dit Jake doucement. La question est, es-tu assez courageux pour te rebeller? Le shérif resta silencieux pendant un long moment. Puis le gang Jameson Hartley les a engagés. Il a des lettres dans son coffre-fort qui le prouvent. Ils étaient censés voler Samuel, faire croire à un accident, mais ils se sont laissés emporter. Ils l'ont tué à la place. Sarah faillit s'effondrer. Elle s'en doutait, mais maintenant, elle en était certaine. Vous en êtes sûr? J'ai vu les lettres moi-même quand Hartley se vantait. Watson leva enfin les yeux, les larmes coulant sur son visage poussiéreux. J'ai été lâche, Sarah. J'ai laissé le meurtrier de ton mari s'en tirer. Je l'ai laissé te terroriser. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour réparer. L'aube se levait lorsqu'ils finalisèrent leur plan. Watson retournerait à son bureau, agirait normalement tout en rassemblant secrètement des adjoints qui n'étaient pas à la solde de Hartley. Henry rallierait les honnêtes gens de la ville, et à midi, lorsque Hartley tiendrait sa cour à la banque comme il le faisait tous les lundis, il passerait à l'action. C'est risqué, avertit Jake alors qu'il se préparait à prendre position. Si une seule personne l'avertit, alors nous sommes morts, répondit Sarah en vérifiant une dernière fois son pistolet. Mais nous sommes morts de toute façon si nous continuons à fuir. Au moins, de cette façon, nous mourrons en essayant de construire un avenir meilleur pour Thomas. Jake lui saisit de la main. Nous ne mourrons pas aujourd'hui. Je te le promets. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'ai tenu toutes les promesses que je t'ai faites. Ses yeux gris plongèrent les siens. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. La matinée s'écoula lentement. Sarah se positionna sur le toit de la chapellerie, d'où elle avait une vue dégagée sur l'entrée de la banque. Jake prit place dans l'écurie de location de l'autre côté de la rue. Watson se déplaçait dans la ville, discrètement, rassemblant des hommes. À 11h30, Hartley arriva dans son élégant carrosse, accompagné de 4 gardes du corps. Le cœur de Sarah se serra. Il s'attendait à 2, peut-être 3, mais elle vit alors autre chose. Les habitants de la ville se rassemblaient en nombre inhabituel. Henry avait bien fait son travail. La nouvelle s'était répandue. Midi sonna, accompagné du carillon de l'église. Sarah regarda Watson s'approcher de la banque, le vit hésiter alors que les hommes de Hartley se tendaient. Pendant un instant, elle crut qu'il avait perdu son sang-froid. Puis Jake sortit de l'écurie, un fusil à la main. Et Watson se redressa. « Josiah Hartley !» cria le shérif, sa voix portant à travers la rue. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot, meurtre et fraude. » Hartley rit, le son portant clairement. « As-tu perdu la tête, Tom? Tu travailles pour moi. Plus maintenant. » Watson sortit son arme. « Viens tranquillement. » Et les coupes de feu éclatèrent. Les hommes de Hartley allèrent en chercher leurs armes, mais Jake était déjà en mouvement, ses fusils parlant avec une précision mortelle. Sarah baissa son pistolet, choisit sa cible, essayant de ne pas penser au fait qu'elle tirait sur des êtres humains en plein jour. La bataille fut brève mais violente. Lorsque la fumée des armes se dissipa, 2 des gardes de Hartley gisaient morts, un autre était blessé et le dernier se rendait. Hartley lui-même se recroquevillait derrière la roue de sa voiture, son costume chic déchiré et poussiéreux. « C'est fini, Hartley !» cria Sarah depuis son perchoir. « Ton règne de terreur prend fin aujourd'hui. »« Toi, dit-il, le visage déformé par la rage, tu aurais dû prendre l'argent, espèce d'idiote. Ça suffit. » La voix de Jake était tranchante comme une lame. Il se tenait maintenant au-dessus de Hartley, son arme pointée sur lui. « Sarah, descends, laisse la justice s'occuper de lui maintenant. » Maintenant, elle descendit prudemment, les côtes lui faisant mal. Les habitants de la ville se pressaient autour d'eux, murmurant. Elle entendait la colère dans leur voix. Des années de ressentiment trouvaient enfin leur expression. Combien Hartley avait-il trompé, menacé, détruit? « Nous avons trouvé le coffre-fort, » rapporta Watson en sortant de la banque avec un coffre-fort. Des lettres, comme je l'avais dit, la preuve de tout. Sarah prit les lettres avec des mains tremblantes. Tout y était, noir sur blanc.
Les ordres donnés au gang Jameson, les reçus de paiement, les plans pour la chasser de ses terres datant de plusieurs semaines avant la mort de Samuel. Vous l'avez tué, dit Terry. Brady, dit-il à Hartley, la voix ferme malgré ses larmes. Vous avez assassiné un homme bon pour le profit. Les affaires, cracha Hartley. Juste les affaires. Votre mari était faible, s'accrochant à des terres sans valeur. Je vous ai offert un prix équitable. Le poing de Jake frappa la mâchoire de Hartley, le laissant froid. Équitable, dit-il d'un ton conversationnel, secouant sa main. Juste équitable. Le juge fédéral arriva 3 jours plus tard, convoqué par télégramme. Le procès fut rapide grâce aux témoignages de Watson, au registre de Morrison et aux lettres. La condamnation était certaine par Shemaiston. Hartley serait pendu pour meurtre, son empire démantelé. Les terres qu'il avait volées seraient rendues à leurs propriétaires légitimes. Sarah se tenait dans le cimetière au coucher du soleil. Jake était à ses côtés. Thomas jouait tranquillement parmi les pierres tombales. Elle déposa des fleurs sauvages fraîches sur la tombe de Samuel, les mêmes fleurs tardives que Jake avait apportées ce jour-là, qui semblaient remonter à une éternité. « Nous avons réussi, dit-elle à la pierre silencieuse. Nous avons obtenu justice pour toi. Nous avons protégé notre fils. J'espère que tu reposes en paix maintenant. » La main de Jake trouva la sienne, chaude et solide. Il est en paix depuis qu'il sait que tu es en sécurité. Comment peux-tu le savoir? Parce que c'est tout ce que je voudrais. Il sourit doucement. Si c'était moi qui étais sous terre et toi ici, je voudrais juste savoir que tu es en sécurité, heureuse, vivante. Ils se marièrent la semaine suivante dans la petite église. Thomas était le garçon d'honneur et la moitié de la ville était présente. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté sur la veuve scandaleuse célébraient maintenant son courage. Sarah portait la robe de sa mère, retouchée pour lui aller, et Jake semblait mal à l'aise mais beau dans son costume emprunté. « Jake Colton, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? » Le révérend Michaels prononça ces mots avec précaution, sans regarder Sarah dans les yeux. Elle lui avait pardonné, mais aucun des deux n'oublierait son jugement antérieur. « Oui, répondit Jake fermement. Aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. Et toi, Sarah McKenna, acceptes-tu cet homme de tout ton cœur? » Sarah l'interrompit, faisant sourire Jake. Pour toujours et encore. Le baiser qui scella leur union fut tendre, plein de promesses et intense. Thomas applaudit plus fort que quiconque. Il avait enfin la famille complète dont il avait rêvé. Ils reconstruisirent sur les terres de Sarah. Pas seulement la grange, mais une vraie maison avec la grande véranda promise par Jake. Le territoire leur offrait une compensation pour leur épreuve, suffisante pour prendre un nouveau départ. Jake élevait des chevaux, enseignant à Thomas tout ce qu'il savait. Sarah planta son jardin avec les graines que Jake lui avait données il y a si longtemps, les regardant pousser vigoureusement dans un sol enrichi par les cendres. Les soirs calmes, il s'asseyait sur cette véranda, regardant le soleil peindre la prairie en or. Parfois, Sarah surprenait Jake en train de la regarder avec émerveillement, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle l'avait choisi. Dans ces moments-là, elle se rappelait ses paroles lors de cette nuit désespérée dans les montagnes. « Prends tes affaires. Tu es à moi maintenant. » Ce n'était plus un ordre, mais une déclaration d'appartenance réciproque. Elle était à lui. Oui, mais il était aussi à elle. Tout comme Thomas, la terre et la vie qu'ils avaient construite à partir des cendres de la tragédie. Le vent de la prairie transportait le parfum de la sauge et des possibilités. Et Sarah Colton, épouse d'éleveur, mère, survivante, savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas parce qu'un homme l'avait revendiquée, mais parce qu'elle s'était d'abord revendiquée elle-même, puis avait choisi de partager cette identité avec une âme complexe qui s'était montrée digne de ce cadeau. Au loin, des nuages d'orage s'amassaient, mais Sarah ne les craignait plus. Elle avait traversé des épreuves pires et en était sortie plus forte. Quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Une famille forgée dans le feu, trempée par l'amour et plus forte que toute force qui pourrait tenter de la briser. Le fantôme de Samuel McKenna reposait enfin en paix, sachant que sa femme et son fils étaient non seulement en sécurité, mais aussi véritablement vivants. Et dans la lumière dorée d'un autre coucher de soleil western, 3 cœurs battaient à l'unisson. Preuve que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne s'écrivaient pas dans la perfection, mais dans le courage de recommencer. Merci d'avoir écouté ce conte du Far West. Où appréciez-vous cette histoire? Partagez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous
afin que nous puissions entrer en contact avec d'autres auditeurs à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de nous faire part de vos impressions sur le parcours de Sarah et Jake. Vos commentaires alimentent notre passion pour donner vie à ces histoires de la frontière. Pro trono aqui, todo abençoado. Bora. Mano, Onde mais agora? essa é a sala do trono mais bonita que eu já preparei. Não que eu já tenha Tem que preparado tirar- alguma sala do trono antes. Tem que chegar ali, Vagi, sentar no trono com um monte de TNT e dizer que é teu agora, tá ligado? É uma baita uma ideia, hein? Mas eu queria ele aqui pra assistir. Ah. Senta lá, a galera tira foto e posta no coisa. Fazer um print bonito, né, pra rapaziada. Vai lá, vamos tirar foto, vamos tirar foto. Calma aí. Aham. Ai, tanto emote feio de sentar, puta merda. Tem que sentar normal, peraí. Foda que minhas asas ficam prensadas na parede. Peraí, vou fechar minhas asas. Caraca, maluco. Você tá maluco, Vagi? Peraí. Nossa, faz uma cara de deboche. Tem que ser uma cara bem deboche. Calma aí, deixa eu mudar minha expressão pra raiva. Aham, aham. Pode vir, J. Macedo. Seu trono já era. Vocês perderam o cinema, hein? Caraca! Nossa, agora sim, Bagi. Macedo é o quê? O Macedo é tipo um rei, tipo um líder, né? Melhor dizendo. É, o líder da Suza. Bagi, ele atacou a nossa nova gente. líder! Ele espalhou o gás, ele fudeu tudo. Ah, não quero ficar presa aqui no ecossistema de Rubrânia, não. Queria viajar por aí. Se é pra ser Bagi, líder de nossa nova Suza... líder! Pô, tem esse lance, né? O Seth Bank falou uma vez, quem mata o líder da Suza tem que assumir o posto na Suza no lugar dele. E aí, vai ter que querer assumir essa daí ou nem? Mano, eu assumiria e daria de presente pra Clá facilmente. O que foi? O quê? Hã? Fala alguma coisa, Guzeira. Os avós, Guzeira! Os avós! Gente, Oi? eu tava mutado e nem tinha percebido. O Que lindo. negócio que o braço do microfone relou no teclado sem querer e mutou. Desculpa. Meu Deus, mano. Desculpa. Tá, o que tu disse? Ô, Punks, manda avisar que a gente tá esperando o Macedão. Eu ia falar, Por quê? Por quê? Ah, eu tava me divertindo, pô. Caralho, me odeiam, mano. Não. Eu tava me divertindo, porra. Me odeiam. Não, pô, eu fiz todo o negócio ali, não. Vou ter que voltar tudo, bicho. Que isso, porra. Opa! Que lindo as formas de demonstrar amor aqui nesse local. Tá tudo bem. Como é que... Pera, você tá escondido no buraco, é? Eu só quero o Macedão, o líder. Tá tudo bem. Pode viver tranquilamente aí na caverna. Sem problema. Eu não vou matar ele. Minha mãe Rubrânia me ensinou que a guerra... ela tem que ser necessária. E a minha guerra não é necessária com ele. A minha guerra é necessária com o Macedo.
E eu vou voltar pra aquele castelo. Não importa que isso me custe muito tempo. Eu aprendi pelo que eu luto. Agora você foi refutado do Obrigada. Punks. Tá, eu vou descer e achar alguém pra matar. Mano, ele quer muito matar Bem alguém, colegial. velho. Eu também. Caralho, eu Nunca acabei de passar tentei. por um teste, mano. Sério? É, eu fui teleportada pra frente de outras pessoas que estavam, da Suza, que estavam se escondendo. E eu recebi, tipo, uma ordem, tipo, mate ele. E aí eu falei, não, minha mãe Rubrana ensinou que a guerra só é pra ser usada quando é necessária. E aí eu saí muito orgulhosa dessa situação. Desenvolvimento de personagem, entendeu?